Bonsoir, nous vous recevons chez nous aujourd'hui et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Windy. Alors, Il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre. Deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. C'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour un couple qui va nous raconter son histoire. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Il était une fois. Alors, nous sommes le couple Ace, Vedoso. On nous connaît maintenant. Hein? Ah bon, il paraît que vous nous connaissez maintenant. Nous vous recevons encore une fois chez nous pour le compte de notre émission Il était une fois, de votre émission, puisque vous l'avez fait vôtre depuis un certain moment. Et aujourd'hui, pour vous, nous recevons un couple. Enfin, nous recevons un couple que vous nous avez demandé sur chaque commentaire de chaque émission qu'on a posté depuis le début de cette aventure. Vous n'arrêtez pas de nous demander ce couple et aujourd'hui, ils sont là pour nous. Alors, trêve de suspense, bébé, tu les présentes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le couple Lode et Eunice Lombo. Bonjour Thomas. Bonjour Eunice. Donc déjà, vous avez entendu le Thomas, c'est comment nous on l'appelle. Donc nous on l'appelle déjà apôtre, on l'appelle Thomas c'est apôtre en lingala, donc nous on l'appelle comme ça. Donc comprenez, quand je vais poser une question, je dis Thomas. Donc c'est pas son autre prénom, c'est pas Thomas, c'est Thomas. Alors bienvenue chez nous. Merci de nous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, invitation que vous avez acceptée depuis longtemps, mais que les circonstances et les choses ont fait que ça se reportait, mais finalement, on vous a. Les gens nous ont harcelés. Les gens nous ont demandé, mais franchement, que ce soit par message, par commentaire sur les autres émissions, c'est tout le temps. On attend l'histoire. Même nous aussi, on attendait votre histoire, parce que finalement, on se dit, mais qu'est-ce que les gens ont pour attendre cette histoire aussi longtemps? Je pense que ça va battre tous les records, parce que de toute façon, les gens attendaient ça. Moi, j'ai hâte de vous entendre. J'ai hâte d'entendre, parce que nous aussi, on a vécu ça un peu comme tout le monde. Hein. Après notre histoire, vous pouvez la raconter, vous la connaissez. Quelque part, c'est ça, quelque part, en tout cas un grand pourcentage. Oui, c'est vrai, mais on veut découvrir tous les petits recoins que l'on ne connaissait pas. Donc, alors, encore une fois, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Alors, il était une fois vous. Vraiment, le début, c'est pas de question. On veut juste savoir comment ça a commencé, qui a commencé, c'était où, qui a fait quoi. Est-ce que Thomas était déjà un Thomas? On voudrait un peu savoir. Il y a deux versions. Hein. Ah, toujours. Nous, on aime les deux versions. Moi, j'ai ma manière d'avoir vécu ça, et puis bon, lui, là. Donc, Que je commence? Non, vas-y, on va entendre ta version. Bon. Moi, je l'ai connu comment? Au travers, bon, pas des réseaux sociaux, c'était au travers de ma mère. Maman, une fois, en fait, elle m'a dit « Ah, il y a un jeune qui doit prêcher à l'église aujourd'hui. » Bon, c'était 2011. Et moi, je me dis « Un jeune ?» Quand tu dis jeune, ça veut dire quoi? Parce qu'à l'époque, bon, le seul jeune qu'on connaissait qui prêchait à l'église, c'était le pasteur Atoms. Il était le plus jeune. Alors, un autre jeune qui va prêcher, oui, il est vraiment très jeune, je comprends pas. Bon, elle-même, elle était un peu étonnée, à pas la placer pour prêcher et tout ça. Alors, moi, je dis, bon, moi, c'était vraiment par curiosité. Hein. J'ai dit, bon, je comprends pas le choix de papa, parce qu'elle me disait qu'il avait la vingtaine, donc début vingtaine, donc 21, 22. Donc, quand il va prêcher, envoyez-moi la prédication et puis on va voir, quoi. Mais c'était vraiment comme un défi pour voir un peu ce jeune-là, qu'est-ce qu'il va dire. Parce que bon, tu n'étais pas... Non, j'étais aux États-Unis. Donc, et souvent, en fait, ce que ma mère faisait, c'est que comme, bon, à ce moment-là, j'avais des petits couacs de ma foi, elle m'envoyait des prédications comme ça chaque fois. Et elle me disait, non, ce dimanche, ici, au fait, c'est quelqu'un d'autre que tu n'es pas habitué qui va prêcher. Donc, finalement, le jour arrive où il prêche et 2-3 semaines après, parce qu'il fallait envoyer le DVD aux États-Unis, elle m'envoie le DVD.
Mais avant de m'envoyer le DVD, je pense qu'entre le moment où elle devait m'envoyer le DVD et le moment où elle m'a envoyé le DVD, elle me dit non, mais vraiment, elle me fait le rapport, quoi. C'était vraiment trop bien, j'étais vraiment étonnée et tout ça. Il a très bien prêché, je l'ai même invité à manger à la maison. Moi, j'étais choquée. Maman invite un garçon jeune de l'église manger à la maison. Elle dit oui, ça s'est vraiment bien passé, vraiment, je le considère comme mon fils. En 2 semaines. Moi, maintenant, c'était vraiment plus... Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison, en fait, d'avoir un jeune qui prêche et puis on le considère comme un fils en 2 semaines et tout. Après, il me dit, j'aimerais même que tu parles, te mettre en contact avec, parce que vraiment, comme ta foi est en train de vaciller, lui, vraiment, c'est un jeune, il est assis dans sa foi et tout ça et tout ça. Bref, lorsque le DVD arrive, il y a 2 parties au DVD. Il y a la partie de la prédication et puis il y a une autre vidéo, on l'avait filmée en train de dire, voilà, qu'il m'envoyait le DVD. Et monsieur m'avait envoyé une petite lettre en disant, voilà, je m'appelle Marc-Gloire Lombo et voilà une petite prédication, je connais ta famille, patati patata, vraiment, il m'a souhaité tout le meilleur, il m'a donné tous ses contacts, on peut rester en contact et tout. Donc c'est comme ça qu'après avoir suivi la prédication, j'étais très impressionnée, je me dis, waouh, je m'attendais vraiment pas, il avait très bien prêché. J'ai un peu compris la réaction. J'ai compris la réaction des parents, bien que j'étais toujours vraiment méfiante, parce que je suis de nature très méfiante et tout. Et puis c'est comme ça, avec les contacts qu'il avait envoyés, je l'ai envoyé une suite par mail, je me souviens, et puis bon, par là, on s'est appelé, et puis donc c'était comme ça. Et je me suis rendu compte après, au fait, qu'on était déjà amis sur Facebook. Ok. Voilà. Mais j'aimerais bien savoir comment, mais bon. Comme toi et moi. Quand toi, tu m'as fait la demande, non? Oui, lui aussi, c'était lui, hein. En tout cas, qui m'avait fait la demande. Je pense que c'est moi. Je ne me souviens plus c'était qui, mais bon. L'histoire, ma version, elle est presque pareille. Moi, je la connaissais pas très bien, peut-être de nom seulement. Puisque moi, quand j'arrive à Philadelphie en 2009, fin 2009, officiellement, je crois pas qu'on se soit croisés. Non, jamais. À cette époque-là. Et puis je pense que très peu de temps après, ou bien déjà qu'elle était partie pour les études universitaires aux États-Unis. Donc moi, je fais mon intégration vraiment à l'église, je commence à m'intégrer, elle n'est plus déjà là, quoi. Et c'est allé très vite. À l'époque, je suis responsable du GEC, le groupe évangélique du Centenaire à l'UPC. Et donc, vous faisiez des études de médecine. à l'époque. Oh la vieille époque. Je faisais des études de médecine là-bas et on m'a nommé pour être coordonnateur, c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas, du groupe évangélique du Centenaire. Et donc là, c'est un peu l'aumônerie de l'université. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas de chez nous. Alors, c'est là que je commence à prêcher bien souvent dans des grandes campagnes d'évangélisation qu'on organisait à l'université. Le but étant de sauver les âmes. Et c'est là que, puisque pasteur Ken était aussi un ancien du GEC, je crois que rapidement il a eu écho voilà, il y a un de vos membres de l'église qui est maintenant aussi coordonnateur et qui travaille plutôt bien. Et voilà, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de l'apôtre Dallot. Et c'est comme ça qu'un jour, très surpris, on me programme pour prêcher un jeudi d'abord. Ça allait encore, je me souviens, le 2 juin 2011. Et je finis de prêcher le jeudi. Il me dit, bon, cette fois-ci, il y aura un séminaire sur l'adoration avec Pasteur Atoms. Et c'est toi qui vas clôturer dimanche aux 2 cultes. Alors, pour ne pas faire long, j'ai prêché ce jour-là. C'était plutôt pas mal. Et puis après, c'est comme ça que maman Viviane, je la rencontre, je crois, le jeudi d'après. Ou 2 jeudis après. C'est la première fois d'ailleurs que je puisse vraiment parler avec sa maman, qui est aujourd'hui ma belle-mère, ma maman aussi, la maman Viviane. Donc je la rencontre 2 jeudis après, je pense. Elle me dit que tiens, écoute, ton CD là, est-ce que tu l'as, la prédication? Elle dit oui, j'avais le département de médias m'avait donné une copie de ma prédication. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Je vais envoyer à ma fille qui est aux États-Unis. Et j'aimerais que tu puisses aussi lui écrire un mot par rapport à sa foi, parce qu'elle avait une foi qui, à l'époque, n'était pas très stable. Donc j'ai écrit un mot. Je me souviens, j'arrive le jeudi d'après. Vous connaissez certainement Madame, je pense, Karine Domaille. Oui. Voilà. D'ailleurs, une histoire qu'on va vous raconter bientôt aussi. Bon, c'est elle finalement qui me reçoit le jeudi d'après. Elle me dit, maman m'a dit de te filmer. Tu dis un mot à l'âme perdue.
c'est là que je dis un mot à la brebis égarée. En tant que berger. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Notre premier contact était virtuel, c'est au travers des personnes interposées, jusqu'à ce qu'elle soit venue en, je pense, mai ou juin. Non, 2022, l'année d'après. Non, 2022. 2012. 2012, pardon. Oui, l'année d'après. en mai 2012. En mai 2012 pour les vacances, et c'est là qu'on s'est vu la première fois. Donc, entre-temps, la relation qui était supposée être vraiment une relation de bergerie et voilà, de brebis, c'est rapidement tourné en amitié, au fait. Et c'est comme ça qu'on est resté... virtuellement. Virtuellement. En fait, le courant est passé tellement bien qu'on est devenus des amis, malgré l'écart d'âge qu'il y avait, et malgré le fait que lui, spirituellement, était là-bas et que moi, j'étais vraiment en bas. Ça cliquait. Pour moi, déjà, ça, c'était... Encore, ça me faisait bizarre parce que moi, déjà, les gens d'église et tout, vraiment, je n'aimais pas un frère de l'église. Je suis amie avec un frère de l'église. Vraiment, je n'aimais pas. Mais avec lui, vraiment, j'avais l'impression de le connaître. C'est comme ça que le courant était passé très... Heureusement que ce n'était pas la SNEL. J'ai rien dit. Donc, ensuite, Maman Eunice, tu reviens. Oui. Tu viens, j'imagine que c'était des vacances ou les études, c'était la fin de l'étude? Non, c'était des vacances. Des parce vacances. que j'ai fini en 2014. Donc, c'était juste des vacances. Et donc, vous vous voyez pour la première fois? Oui. Et est-ce que ça clique en ce moment-là? Est-ce que ça continue seulement que, bon, un frère de l'église avec qui on parle bien? Je pense que le changement de clic avait déjà commencé avant que je ne rentre. Bon, c'est vrai que... Ah, ça, elle m'a jamais dit. Hein. Ça avait commencé de son côté. Je tiens à préciser. Non. C'est là-bas que tout a commencé. Non, en fait, parce que je ne me suis pas donné des impressions moi-même. Donc, ça venait certainement de quelque part. Dans les conversations, en fait, ça cliquait tellement bien qu'on parlait, on parlait tous les jours. Pour quelqu'un qui, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, comme maintenant, c'était vraiment juste les appels téléphoniques. Et il m'appelait par appel, donc c'est-à-dire qu'il mettait ses unités, il m'a appelé aux États-Unis là-bas chaque jour, on parlait chaque jour, malgré le décalage. Non, j'avais pris la mission en sérieux. Tu peux sauver la Malgré le décalage horaire, des fois je me réveillais, je trouvais des voicemails, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas eu au téléphone, mais il reste dans la boîte et tout. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me dire, bon, déjà que j'avais fait un rêve, moi je vais pas vraiment parler de ce rêve, mais la première fois que qu'on a parlé au téléphone, j'ai eu une image, j'ai vu quelque chose, je me suis vue le jour de mon mariage et je l'ai vue. Mais là encore, pour quelqu'un qui avait une foi qui vacillait et qui ne croyait pas, moi je ne croyais pas vraiment prophétique et tout ça, je me suis dit non, ça peut pas être ça. C'est vraiment juste je sais pas pourquoi cette image est venue, mais cancel. Mais comme je disais, donc le plus on parlait, je sentais que c'est vrai qu'il y a une amitié, mais il y a... Sous-bassement. Alors, mais je me disais, étant quelqu'un de très logique, je me disais, t'as jamais vu la personne, tu vois, les rencontrer comme ça, c'est même pas ça, vraiment. Donc, je préfère le voir. Alors, il me demande, tu vas arriver et tout ça, est-ce que tu aimerais bien que je sois à l'aéroport, et patati patata. Je dis, bon, moi, ça me dérangerait pas. De toute façon, tu es membre déjà de la famille. Pourquoi pas? Et donc, c'est comme ça, la première rencontre, c'était à l'aéroport. Donc, imagine, je descendais et tout. Il était là avec ma famille. Et c'était ça, la première rencontre. Et vraiment... Et quand je l'ai vu, bon, c'est vrai qu'à cet instant-là, c'était pas l'amour fou. Mais quand je l'ai vu, je l'ai dit, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait un jeans de couleur blanche. J'oublie la couleur du haut, mais je me souviens très bien de la couleur du jeans parce que à l'époque, c'est à l'aéroport. Il n'y a pas le nouvel aéroport. C'est à l'aéroport national. Et on montait, il y avait comme une sorte de tour. Et on pouvait voir les gens qui descendaient. Voilà, moi, j'étais dans la tour avec la famille, donc avec l'apôtre Dallot et maman Viviane. Bon, il faut dire que j'étais considéré comme l'enfant de la maison. Et c'est dans ce cadre-là que je suis allé accueillir ma petite sœur. La petite sœur égarée. Il revenait en vacances. Entre-temps, Maman Eunice, tu n'étais plus égarée, tu es revenue. Non, là, vraiment, j'étais vraiment... En tout cas, franchement, mis de côté l'amitié, il m'a vraiment beaucoup aidé. Non, il a dit qu'il avait pris la mission à cœur. Non, vraiment beaucoup aidé dans ma foi. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait lui et, bon, à l'époque, Francine Dokai, mais la proximité que j'avais avec lui était différente.
Donc, vraiment, il m'a beaucoup aidé, aimé les Écritures. Je suis rentrée à l'église, même là-bas. Je me suis trouvée une assemblée, j'ai commencé à servir. On peut dire que vraiment, outre l'amitié, il y avait vraiment un travail spirituel qui a été fait. Et même que quand je suis revenue à Kinshasa, parce qu'avant de partir, moi, servir à l'église, ici, pas vraiment. Mais quand je suis revenue, pendant les vacances, j'ai servi. Donc, pour vous dire que le berger faisait quand même... Il a vraiment bien fait son travail. Oui. Eh bien... ça commence bien. Il y a beaucoup de points qu'on épingle comme ça au fur et à mesure. Et donc, Thomas, bon, elle a dit que quand elle a vu, elle a fait Thomas, maintenant, vous, quand vous aviez vu? Moi, c'était beaucoup de curiosité, au fait, parce que je parlais très bien avec elle, je la trouvais très brillante. Et donc, comme j'ai un petit côté rationnel, intellectuel très poussé, je me disais, bah, tiens, c'est quelqu'un... En fait, j'aime les conversations intelligentes. Et j'avais des conversations intelligentes avec elle. Et donc, quand elle arrive, bon, déjà qu'à la maison, on m'avait pratiquement ouvert les portes. Donc, je passais beaucoup de temps à parler avec elle. Et c'est en parlant avec elle, de plus en plus, cette fois-ci en face, parce qu'on a eu quelques rendez-vous au restaurant et tout. Toujours dans le cadre d'entretenir. La brebis. Non, mais c'est vrai qu'une brebis, il me conduit dans le vert pâturage pour manger. Il en tout cas, le premier rendez-vous, c'était pas brebis. Et c'était là justement que je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a un truc différent. Non, Thomas a dit c'était pour se rassurer que la brebis mange aussi physiquement. Je me souviens, c'était trop bizarre d'ailleurs parce que j'arrive, parce que moi je voulais la prendre en taxi pour qu'on aille à l'époque. Bon, il y avait un restaurant en ville. On devait commencer par l'UPC. Tu avais un Oui, j'avais un culte à l'UPC. Après le culte, on devait aller justement au restaurant en ville. Et donc j'arrive à la maison, je trouve que maman elle est là. Et après, j'ai dit non, mais je suis venu la prendre pour qu'on aille à l'UPC au culte et qu'on ira manger au restaurant. Elle a insisté, c'est trop bizarre pour moi, elle a insisté qu'on parte avec le chauffeur. C'est-à-dire en fait que je ne prenne pas le taxi, mais que le chauffeur nous accompagne dans toutes nos courses. C'était trop... C'est finalement après que j'ai compris, c'est une manière de nous surveiller. Mais elle a vraiment insisté, mais après c'est bien passé. Et puis ben, voilà, petit à petit, ça a commencé à virer petit à petit, mais alors tout naturellement à autre chose. Pendant ces vacances. Pendant les vacances. C'est là vraiment qu'il y a eu les premiers... le début même, je dirais, de la relation amoureuse cette fois-ci. Donc, maman, j'ai une question pour vous. Comment vous avez su que c'était maman Eunice, la personne qu'il vous fallait, maman Eunice? Comment là, tu as su que c'était vraiment la personne qu'il vous fallait? D'accord. Alors, au début, pour moi, j'habitais avec deux amis, on était ensemble, pasteur Amos et pasteur Christian Condé, qui est aujourd'hui pasteur de l'extension de Fil vers Brikine. On habitait ensemble à trois et il voyait comment je lui parlais. Il disait, ah mais son maman un pasteur, c'est pour ça qu'il ne remonte pas le ligne. Quel courage, toi tu parles avec l'enfant de pasteur aussi fréquemment. J'ai dit non mais on parle bien. Et puis ils ont senti, ils ont vu que c'était différent. Bon, c'est des gens qui connaissent les choses et ils se sont dit la manière dont vous parlez là, toi je sens que ce n'est plus trop seulement ma sœur, ça commence à virer à autre chose. Et c'est comme ça que je me suis dit bon écoute, je dois mettre le temps de prier pour ça parce que c'est une décision importante. Et puis bon, tu n'entres pas, tu fais pas ce pas-là si t'es pas très sûr. À cause de toutes les implications qu'il y a autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, non seulement c'est dans cette église-là que je prie, son papa, c'est le pasteur de l'église. C'est l'aîné. Le cercle immédiat des gens avec qui je parle, c'est des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont affiliés à l'église, liés à l'église. Donc, voilà. C'était assez compliqué. C'est une décision. Tu dois être sûr que tu sais ce que tu veux. Et c'est comme cela que, voilà, durant les vacances, j'ai eu le temps de prier. J'étais en retraite, j'ai prié. Et puis après, je pense quelques temps avant qu'elle ne parte, un 31 juillet, je crois, 2012, j'ai eu à lui parler. Donc vous n'êtes pas là avec un Dieu m'a dit que non, jamais. Non, tu n'as pas entendu que la conversation était intellectuelle. On a fait ça proprement. Pas de Dieu m'a dit, c'est de l'amateurisme. Vous voyez, le Thomas aussi de la team, au commencement était la parole. Donc, il faut parler. Pourtant, Thomas a toutes les battes
ceux qui l'ont déjà entendu prêcher savent que Thomas connaît la parole. Donc, il pouvait aussi aller avec les battes de la parole, surtout que c'était la fille du pasteur. Yeah. Donc, on pouvait impressionner avec ce genre de choses. Mais non, il a dit, on a fait ça bien. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup attiré, impressionné chez lui et qui l'a démarqué du lot, au fait. C'était parce que quand j'étais avec lui, je n'étais pas avec un frère d'église, au fait. C'était, bon, je sais qu'il connaissait la parole et tout. Il y avait le côté aussi, voilà, spirituel. Mais quand tu parles avec lui, c'est un être humain. Et ça, c'était différent parce que chaque fois que les frères ou les chrétiens approchaient, on veut toujours montrer une certaine spiritualité, ou il fallait toujours que les conversations tournent autour de l'église ou de papa. Mais avec lui, vraiment, c'était... Vraiment, il apprend à te connaître, toi. Voilà. Bien sûr. Je faisais fi de tout le reste. Pour moi, l'objectif, c'était de connaître la personne et puis de me faire connaître à la personne. Donc... J'ai aimé ça. Voilà. J'ai aimé ça. C'est parce que généralement, les gens, ils veulent connaître les gens, mais ils ne se font pas connaître de ces personnes-là. Quand on va vers... Ah, merci. Et vraiment, une histoire de ton côté, comment tu as su? Est-ce que tu t'es rappelé de ton rêve que tu avais fait, enfin de la vision que tu avais eue? Oui, je me suis rappelée de ça, mais je pense que c'était progressif pour moi. Et c'était... Il faut dire que peut-être qu'au fond de moi, dès que je suis arrivée, j'ai vu, peut-être la première fois qu'on allait manger, je me suis dit, il y avait comme un truc, au fait, c'est lui. Mais maintenant, ça c'était le côté cœur. Mon côté rationnel, je réfléchis beaucoup. Je me suis dit, non, c'est impossible. Déjà, c'est un frère d'église. Deuxièmement, je ne me rendais pas compte de sa notoriété et de l'influence spirituelle qu'il avait jusqu'à ce que je suis arrivée à Kinshasa. Comme je dis, le UPC pour moi c'était le grand baptême en fait, parce que quand je suis arrivée là, en fait, tout le monde était genre cordon. En fait, j'étais genre là, oh non, t'es vraiment quelqu'un ici. Et il y a eu des scènes que j'ai vécues ce jour-là. Bon, je lui en avais parlé après, où tu sentais vraiment que les gens te regardaient pour dire, toi, tu as eu le courage de venir ici avec le cordon, il t'a même présenté. En fait, c'est qui cette fille, elle vient d'où? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, les batailles comme ça, c'est pas pour moi. Déjà que moi, je me disais, je vais jamais épouser un prédicateur, un pasteur. Donc ça le disqualifiait. Mais toute autre chose... Le qualifier. Le qualifier pour Frère, ça. qualifiez-vous. Et donc j'ai beaucoup lutté avec ça dans ce sens-là. Puis je me disais, bon, parce que faut dire que c'était l'ami de Rohan, au fait, à la base. Et quand moi, je suis arrivée... Rohan, qui est la petite sœur. Et l'épouse de la première émission de Il était une fois. Donc, retournez en arrière, vous allez comprendre certaines choses. Exactement. Donc, quand je suis venue, j'ai trouvé leur amitié. Mais nous, on parlait tellement qu'après, bon, chez nous, ça avait cliqué. Et puis là-bas, ça a commencé à faire... Donc, moi, je me dis, à la base, c'est l'ami de Rohan. Après, bon, tu vas être en couple avec l'ami de Rohan. En fait, c'est la petite sœur. Ils se parlent déjà beaucoup. Peut-être que c'est déjà beaucoup confié là-bas. En fait, moi, j'ai dit les amis de nos frères et nos sœurs. C'était compliqué. Mais après, j'ai pris aussi le temps de prier parce que je sentais que plus j'avançais vers la fin de mon séjour, je sentais qu'il allait me parler. Parce que déjà, il y avait quelque chose. Et je me disais, s'il te parle, tu vas dire quoi? J'aimerais pas juste me lancer comme ça parce qu'il n'était pas le seul. Il y en avait plusieurs. Mais... je savais que c'était lui, je ne sais pas expliquer. Et je m'étais dit, le jour où il va me parler, ce qu'il va me dire sera une confirmation si c'est lui ou pas. Et il avait tellement bien parlé ce jour-là au bord du fleuve que c'était... C'était évident. Oui. La vue m'inspirait. Au bord du fleuve, donc la vue m'inspirait. Bon, que dire de plus? Que dire? Non, mais j'ai mis un point que maman Eunice a soulevé. Elle a dit... il y avait des choses là qui pour elle étaient vraiment objet à disqualification. Elle disait que ça ne pouvait pas marcher à cause de ça. Mais les points qui qualifiaient étaient beaucoup plus importants et beaucoup plus grands. Donc, chers frères, vous savez que moi, généralement, j'aime parler aux frères. Donc, chers frères, rassurez-vous que si on devait mettre à la balance les disqualifications et les qualifications, que les qualifications pèsent toujours plus. Parce que non seulement que vous pouvez passer à côté à cause de... voilà, mais vous pouvez aussi faire passer quelqu'un à côté. Les choses de la destinée sont trop compliquées, franchement, quelquefois. On a envie que ce soit simple, mais... Petite anecdote, quand on arrive à l'UPC, le jour du rendez-vous, finir le culte et puis aller, alors à l'époque,
avant qu'elle puisse arriver, moi je sortais avec quelqu'un de... Je ne l'ai pas raconté, hein. Il était de l'UPC, et il était du GEC d'ailleurs. Okay. Et donc, on venait de rompre à cause d'une histoire voilà, qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais alors, quand elle arrive, ce qui était bizarre, une scène bizarre, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Je finis le culte, je ne sais pas si c'est moi qui ai prêché, je pense ce jour-là, je prêche devant les étudiants, on finit le culte, et donc on se réunissait quelque part, on appelait ça la fiesta. Et je me pose là, on fait le rapport du culte, il y a eu autant de personnes, et voici les entrées d'argent et tout, voilà, voilà. Et je devais faire le rapport à l'aumônier principal qui était un papa, au fait. Et donc, je demande à ce qu'on la prenne, mon invité, et qu'on vienne avec elle là où je suis. Et vous savez qui l'a pris? C'était mon protocole personnel. C'est mon ex qui était son protocole attitré ce jour-là. Donc, elle n'a pas manqué de me poser des questions. Tu viens d'où? Tu fais quoi ici? Au fait, on t'a invité, t'es quoi? Mais c'est après que j'ai... Je vais dire, pourquoi cette fille me posait autant de questions comme ça? Quand il m'a dit, j'ai dit, j'ai tout compris. Donc c'est une séquence assez folle. J'imagine bien. Waouh. Yeah. Eh ben, donc, je disais, qualifiez-vous. L'autre point aussi, comme on a souligné tout à l'heure, Thomas a parlé. Il a dit que la vue du fleuve l'inspirait. Soyez inspirés. Et l'autre point sur lequel, moi, c'est vraiment un point qu'on a en commun, les conversations intelligentes. C'est tellement rafraîchissant de parler avec quelqu'un qui a de la conversation, qui vous renvoie des balles même que vous envoyez en l'air comme ça. Moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup avec elle aussi. Nous, on parlait sur 3 réseaux différents parce qu'elle était au Canada, moi j'étais à Kinshasa. Il y avait des fois, on parlait sur Facebook, sur WhatsApp et sur Viber. Mais sur les 3 réseaux, on avait des discussions différentes. Ça veut dire que sur WhatsApp, même parfois sur WhatsApp, on parlait par message, normalement, donc elle et moi. Et puis on avait un groupe qu'on avait appelé la maison. Ça veut dire qu'on vivait un peu déjà comme si on était chez nous. Et dans ce groupe-là, c'était, quand je reviens par exemple je sais pas, du travail ou de l'université, c'est ça va bébé, tu as passé une bonne journée, je t'enlève les chaussures. Même si bébé tu m'enlèves les chaussures. Vous voyez, c'est des choses qui nous ont, en fait, un peu mis dans une sorte de... Moi j'étais déjà dans mon cocon avec elle. Et ça m'a tellement conditionné que même sans faire exprès, à un moment donné, on n'était plus ensemble, on s'est dit, écoute, ta distance là, moi, franchement, j'arrive plus, moi, je veux avoir quelqu'un ici et tout. Elle m'a dit, bon, d'accord, chacun est libre et tout ça. Moi, j'étais libre. Elle était restée très attachée. Et donc, je disais que ça m'a tellement conditionné que même quand j'étais avec une autre personne, lorsque on me posait des questions, je me rappelle d'une fois, je sais plus, c'était une conférence où je parlais avec un aîné qui me demande comment tu te vois dans 5 ans. Je lui disais, je me vois dans mon studio photo, je fais ceci, je fais cela, je suis marié. Quand je dis je suis marié, sans calcul, sans faire exprès, c'est elle que je voyais. Quand je m'imaginais maison, je rentre, c'est elle qui m'accueillait. À un moment donné, j'étais genre, frère, quand même, mais voilà, c'est vraiment... Et de la conversation, c'est pas toujours, tu as mangé quoi? Tu fais quoi? Tu dors? C'est quoi ta couleur préférée? Quoi? Et des conversations intelligentes, quelquefois, c'est seulement ça la clé. Donc, finalement, on avoue les choses avant le départ. Et maman, tu repars avec ça, avec déjà le oui qui est resté, ou bien on part avec le je vais réfléchir? Non, en tout cas, moi, je lui ai dit oui. Il a fini de parler, j'ai dit oui directement après. La fille de sa mère. Thomas! Pas besoin de... En fait, j'ai juste regardé dans les yeux, j'ai vu qu'il était sincère, j'ai vu que ça, en fait, c'était vraiment ça et tout. Maintenant, la seule difficulté, c'est que je me disais, moi, les relations vraiment à distance, parce que je venais aussi de rompre 6 mois avant. Et donc, je ne fais pas de la distance. Non, en tout cas, comment on va faire? Mais voilà, donc quand j'ai dit oui,
Dieu a aussi ouvert les portes de son côté. C'est comme ça que, voilà, il est aussi venu aux États-Unis. Et puis, c'est comme ça qu'on a... Pour les études de théologie. Exactement, oui. Donc, j'ai dit oui le 31 et je crois une semaine et demie après, je suis partie. Et puis... Et moi, là, on est le 31 juillet. Et une semaine et demie après, donc début août, elle est partie. Et moi, début septembre, j'ai mon visa et je suis partie. Donc, un mois après. Et donc, finalement, il n'y a pas eu ce problème de distance. Si, quand même. Oui. Mais on était quand même dans le même pays, donc on peut facilement se déplacer l'un. Mais c'était des comme vous savez, les États-Unis, c'est grand. Oui. Elle était à Saint-Louis au nord. Moi, j'étais à Atlanta au sud. Pour vous donner une idée, pour conduire d'Atlanta à Saint-Louis, c'est 12 heures de route non-stop. Quand on fait des stops, c'est beaucoup plus. 12 heures de route, voilà, parce que j'ai fait ça une fois. Et donc, c'était pas simple, mais au moins on était dans le même pays. Je sais que si je prends un ticket, un billet, 2 heures après, je peux... Et puis, il n'y avait pas le décalage de 6 heures. On avait 1 heure d'écart seulement. 1 heure d'écart, oui. Ok. Thomas, maman Eunice, quels obstacles avez-vous rencontrés sur votre parcours et comment les avez-vous surmontés? Il y en a eu beaucoup quand même. Hein, mais bébé, là, ça va englober même... Ça, c'est avant le mariage? Oui, avant. Ah, parce que moi, je voulais qu'on continue l'histoire. Ils n'ont pas fini de nous raconter l'histoire. C'est ce que j'allais dire. De 2012 à... Enfin, on est en 2022, mais... 2023. 2023, ouais, c'est 2023. Donc, ça fait 11 ans. On n'est pas restés ensemble de 2012 à... jusqu'à ce qu'on s'est mariés. Donc, malgré... Toi, tu voulais nous amener où? malgré tout ce qu'il y avait, la beauté et tout ça... c'était compliqué. Je veux dire de mon côté. Hein. Oui. Et puis, elle va dire de son côté aussi. Pour moi, c'était compliqué parce que déjà, on n'a jamais vécu... De 2012 à 2000, je dirais même 14-15, on n'a jamais vécu cette histoire d'amour. Parce qu'on était à distance. Je vais vous donner une idée. Il m'est arrivé, comme j'ai dit, d'aller à Saint-Louis. Il faut il m'est arrivé 2-3 fois, ou même 4 fois, je pense, ou même 5, plusieurs fois en tout cas, durant ce temps, parce que j'étudie et je ne peux pas aller tout le temps. Donc, pendant les vacances, je peux faire un voyage, je reste 1 semaine ou 2, puis je rentre. Mais déjà, à chaque fois que j'allais, j'avais une interdiction. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'emmener au restaurant, tu ne peux pas l'emmener se promener, tu peux pas, parce que quand tu vas là-bas comme pasteur, parce qu'il y a une église, il y avait une église américaine qui avait comme une cellule francophone. La cellule francophone était dirigée par un vieux à moi que je respecte beaucoup. Et donc j'habitais chez lui. Les seules fois qu'on se voyait, c'était quand il venait me rendre visite là à la maison, avec tout le monde déjà. On n'avait pas le temps de passer à deux. Impossible. Et à un moment donné, ça devenait saoulant pour moi. Vraiment très, très saoulant parce que à chaque fois que je vais, tu vois, je vais la mettre un peu, je vais la livrer en spectacle ou bien je vais quand même dire tout. Je sais qu'elle va pas trop apprécier, mais c'est maman Viviane en général. Donc quand je voyageais, parce que je parle très bien avec elle déjà à l'époque, donc elle m'appelle, non, tu vas là-bas comme pasteur, il ne faudrait pas qu'on voit, tu es allé là-bas, vous êtes allé comme ceci, comme cela. Avant elle d'abord, c'était quand tu es venue la première fois, parce que tu es arrivé aux États-Unis en septembre 2012, en décembre tu es venu à Saint-Louis. La première fois qu'il est venu à Saint-Louis, c'était par invitation, donc pour venir prêcher à l'église. Les responsables là ont su au fait qu'il y avait quelque chose et ils ont clairement dit, en tout cas nous on t'a invité ici en tant que prédicateur. Ici, à la fin de notre pasteur, il y a peut-être, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais vous ne vous calculez pas ici. Toi, tu es berger et elle est brebis. En fait, c'est déjà là qu'il y a eu la cassure. Je pense que maman, oui, dans le sens où elle veillait à notre bien, mais eux, ils ont interprété ça de manière trop... Plutôt strict comme ça. Oui, elle, c'était juste, non, ils sont là-bas. Hein, bon, elle donnait le conseil, tu es là-bas en tant que pasteur, fais attention quand même, que ça ne jase pas trop et tout et tout. Mais... Et ça va être un blocage. Un gros blocage. Donc, ça va être Parce que maintenant, il fallait la voir comme brebis seulement. Oui. Exactement. Et puis, quand on se rencontre, au fait, ce qu'on a envie, c'est de vivre maintenant. En fait, tout ce moment où on a... Oui, à distance, quand vous avez vraiment d'exploser d'amour, mais en fait, donc vous regardez de loin... La distance est creusée. La distance, qui est déjà une distance assez géographique,
a créé une distance émotionnelle qui devenait un peu grandissante aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis que ça, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est pas ça. Moi, comme je vous ai dit, à vous deux tout à l'heure, et même à tous ceux qui nous suivent, c'est que c'est pas comme si c'était ma première relation. C'est ce que je veux dire. Donc, je sais c'est quoi vivre l'amour. Et donc, après, vous me mettez dans une histoire qui n'a pas de sens. C'était un tout petit peu compliqué pour moi. Et en plus de ça, une autre chose, c'était... il y avait beaucoup de pression externe. Je me souviens un jour, je suis à Kinshasa, je ne suis même pas parti. C'est-à-dire que... Avant même qu'on se mette ensemble. On s'est parlé le 31 juillet. J'ai quitté Kinshasa le 7 septembre, parce que j'arrive aux États-Unis le 8 septembre 2012. Alors, durant cette période-là, je reçois un appel de Londres. Je l'avais même dit, je l'ai fait. Et tu as un oncle à Londres. Je reçois un appel de quelqu'un que je ne connais pas, un numéro de Londres, plus 44, je crois. Je décroche. Il dit, ah, c'est monsieur Londres. Oui. Ah, ok. Moi, je suis l'oncle de Nice. J'habite à Londres. On m'a dit que vous deux, là, il y a quelque chose. Bon, petit, je veille sur toi. Un truc du genre. Après, je pose la question, je dis, tu as un oncle à Londres? Il n'y a personne de sa famille à Londres. Mais ça, c'est juste un exemple. J'ai reçu des millions d'appels comme ça. Et à un moment donné, tous les gens qui... En fait, les amis pasteurs de papa se considèrent mes oncles, les membres de l'église se considèrent les oncles. Donc, en fait, c'est vraiment... Vu un peu comment parce qu'il était dans les parades. Parce qu'avant même qu'on se mette ensemble, je sais pas, je pense que peut-être le passage à l'UPC ou quoi avait créé... Ça commençait déjà à raconter. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il n'y avait rien, c'était vraiment juste de l'amitié. Donc, on a parlé d'obstacles. Je vais déjà peut-être énumérer 2 obstacles. L'un des plus grands obstacles que l'on a eu tout au long de notre relation, c'est la pression extérieure. Vraiment, la pression extérieure était accablante. Vraiment, tu as l'impression que tu dois faire les choses pour plaire aux gens. Il fallait que notre histoire d'amour devait fit in a box, quoi. Donc, ça devait entrer dans un certain système. Donc, on s'imaginait déjà, je sais pas, une histoire de prince et de princesse, et c'est comme ça exactement que ça devait se passer. Tu es venu quand même aborder la première fille du pasteur et tout, sans savoir que moi, j'avais déjà eu des relations avant. Mais ça, c'était comme une personnalité publique, le chouchou aussi, public. Et moi, la fille du pasteur. Donc, on s'attendait vraiment... Et cette pression-là est là-bas. On vous définit comment vous devez vivre. On vous définit quand est-ce que vous devez vous rencontrer. On vous définit comment ça doit être. Donc, c'est comme si, à un moment donné, vous ne vivez plus. Oui. Donc, même quand vous êtes ensemble, et moi, c'était vraiment ça. Je le lui ai dit peut-être vraiment plus tard. Ça m'a dénaturé, je pense que lui aussi. Chaque fois qu'on était ensemble, on n'était plus nous. Donc, l'amitié, la belle amitié qu'on avait là, au tout début, où on était vraiment vrais l'un avec l'autre, il n'y avait plus ça, en fait. C'est comme si je portais un masque. Je le disais toujours, je me dis, pourquoi quand je suis avec mes autres amis masculins, j'arrive à être libre, mais chaque fois qu'il est là, j'ai l'impression que je dois me comporter d'une certaine manière, parce que c'est tellement dicté, voilà. Et pourtant, avant, il n'y avait jamais... Il n'y avait jamais ça. Mais il faut dire que, ici, j'aimerais dire quelque chose à ceux qui vont nous suivre. Je pense qu'il est important, vraiment, au tout début d'une relation, que vous la viviez d'abord à 2, avant même que d'autres personnes ne soient au courant. Une des grandes erreurs qu'on a eu à commettre aussi au tout début, même si ce n'était pas tout le monde, mais de son côté en particulier, c'est que le cercle immédiat, des tantes proches, des oncles proches, des amis de papa proches, des cousins proches, tout le monde était informé déjà, vous voyez. Et ça, donc, comme eux aussi ont leurs proches, ça se raconte. Et c'est comme ça que ça vous met dans une sorte de chose qui devient un peu difficile à définir. Je pense qu'il aurait été mieux si on devait faire marche arrière, que ça reste nous deux, entre nous deux, un bon moment. Qu'on vive la chose entre nous deux. Vous avez le temps de serrer tous les boulons. Exactement. Parce qu'on a essayé avant de faire face à la pression, comme elle disait tout à l'heure. Parce qu'on a essayé de récupérer ça à un moment, vraiment au tout début, en se disant, bon, on va essayer de rester discret, c'est-à-dire que parce que les gens commençaient à poser des questions de son côté, de mon côté. Tu sors avec Claude Lombo, lui aussi de son côté, est-ce que tu sors? Alors, ce qu'on a voulu faire maintenant pour justement garder ça dans notre cocon, c'est d'essayer de c'est quoi le terme en français, d'échapper peut-être à la question pour rester dans une certaine discrétion, et ça encore... Ça a rendu les choses pires. Oui, ça n'a pas arrangé. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose et que vous adoptez une politique de dire aux gens non, c'est pas vraiment ça, c'est pas ce que vous pensez,
certaines personnes se disent, bon, il n'y a rien. D'autres personnes se disent, c'est quartier libre. On peut donc tenter. Et de l'autre côté aussi, je pense que même spirituellement, vous ne vous aidez pas. Non. Parce que vos paroles ont un pouvoir. Vous niez ce qu'il y a. Donc, au fond, il n'y a plus rien. Et puis, il n'y avait plus rien. Et puis, il n'y avait plus rien. Et donc, vous, pendant un moment... Un long moment. Oui, 2014, donc avant que je ne rentre, parce que j'ai fini mes études en 2014, avant que je ne rentre à Kinshasa, je vais le voir à Atlanta, parce que voilà, justement, la relation devenait vraiment accablante, ça n'allait plus, ça racontait de partout. Donc, je voulais qu'on parle en face une dernière fois pour savoir un peu c'est quoi, c'est comment. Quand je suis arrivée là-bas, bon, après lui, je ne sais pas de son côté, mais moi, quand je suis arrivée là-bas, encore tout ce que j'ai entendu, tout ça, ça m'a juste... Je me suis dit, non, je suis désolée, c'est pas pour moi. Et donc, on a parlé, mais c'était pas qu'on s'est dit qu'on n'est plus. Mais moi, quand j'ai quitté Atlanta, j'ai quitté avec une attitude d'on n'est plus. Sans forcément... Je pense qu'on se l'est dit. On se l'est dit, hein? Je crois bien qu'on se l'est dit. Mais c'était... Même moi, dans ma tête, c'est une histoire ancienne. Chacun va de son côté. Et puis voilà, on reste bons amis, quoi, de loin. Bon, pour moi, c'était pas on reste bon ami. Moi, c'était... Oui, parce que je me souviens, il m'avait écrit après, genre, ah oui, t'es arrivé à Kinshasa, comment ça se passe là-bas? Vous avez... Mais t'es fou, comment tu m'écris? Donc, je l'ai jamais répondu, juste... Bon, ça avait créé aussi d'autres problèmes. Mais bon, bref, 2014, et lui, il continue sa vie. Moi, je me concentre dans ma carrière professionnelle. Non, carrière professionnelle, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas. Ara Design. Oui, c'est là que j'ai créé mon entreprise. Mais bon, lui, il a continué dans plein d'autres choses. Non, moi j'ai fait ma vie, honnêtement, je ne vais pas mettre un make-up pour me faire paraître plus beau que je ne le suis. Moi aussi, c'est très juste. Non, moi j'ai fait ma vie, moi j'ai tenté autre chose. Pour moi, c'était de l'histoire ancienne, donc j'ai tenté une relation. J'étais dans une relation juste après qui, d'ailleurs, avait failli vraiment aller jusqu'au bout. Donc voilà, elle de son côté, elle avait aussi ses autres expériences. Ici. Donc voilà, et puis on est resté dans une sorte de... Tout le monde finalement s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien. Et certains commencent à vous appeler même de côté, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, revenez ensemble. S'il vous plaît. Bref, leur histoire. Ils ont vécu notre histoire pour nous, ils ont conclu déjà. Mais chérie, ils ont vu les enfants, les grands-enfants. Alors nous, quand on a décidé chacun de prendre son chemin, ils ont dit non. Vous devez revenir. Mais c'est parce qu'au loin, en fait, ils avaient entendu l'histoire. Mais en 2015, parce que il était aux États-Unis, quand il est revenu en 2015, on a reparlé, on s'est dit, OK, bon, on va essayer de voir, peut-être on peut essayer de voir comment ça va marcher. Et là, c'est la première fois que les gens nous voient maintenant physiquement ensemble à Kinshasa. Bon, ça n'a pas duré, pas longtemps. Mais le simple fait que les 3-4 mois, là, on nous voyait ensemble à l'église, nanana. Et puis après, quand il y a eu séparation, en 2015, là, c'était... Donc, au moins, on avait l'idée de ce qu'on peut imaginer de vous deux, mais là, on vous a vu. On voit un peu ce que ça donne. Donc, après, vous vous séparez. Et ça a toujours été, de son côté comme du mien, un peu comme un poids, parce que quand c'est séparé, tu peux te mettre dans autre chose. Pour les gens, tu es toujours avec l'autre. Et moi, chaque fois, toutes les personnes qui venaient m'aborder, c'était bonjour, ça va, tu es en couple avec l'autre ou non? Je dis, mais... Aborde-moi d'abord. Oui, c'est quoi, au fait? Et même quand vous essayez de commencer quelque chose, et que maintenant, mais tout le monde me dit que vous êtes toujours ensemble. Ouais. Mais moi, de mon côté, il y a pour ne pas parler de ce qu'il n'y a pas, mais il y avait au moins 2 relations comme ça que j'essayais de commencer. La personne me refusait parce qu'elle se disait qu'on est en couple. Ok. C'est-à-dire que non, on m'a dit que tu sors avec la fille de ton pasteur et tout, donc non, ça peut pas marcher. Et pourtant, il y avait... Mais il n'y a rien. Mais on avait maintenu une amitié, je pense que c'est ça aussi qui... Il n'y a plus rien. On ne se voyait pas vraiment. Et j'imagine même pas là. On parlait que de loin. Et ça, c'est quand le temps était bon, hein. Quand on était Tout le vraiment... monde était convaincu que... Tout le monde était convaincu qu'on était ensemble. Tout le monde. C'est-à-dire même les autres personnes disaient non, vous êtes ensemble. Et même parfois quand il n'y a rien, elle devenait comme une ombre qui venait un tout petit peu, je veux dire, couvrir toute autre relation qu'il y avait de mon côté. Et moi, de mon côté, je me couvrir les relations de son côté. C'était finalement jamais des relations à 2. Elle était une 3e personne
sans qu'elle le veuille. Et moi, de mon côté aussi, pareil. Donc, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Wow. Parce que, outre le fait qu'on n'était plus ensemble, bon, moi, j'avais mon entreprise, donc... et puis il a dit, je suis intelligente quand même un peu. Donc il sollicitait mon intelligence. L'humilité. Donc il sollicitait mon intelligence des fois pour m'appeler pour des conseils. J'aimerais organiser telle chose. Comment tu penses que je peux faire? Et bon, moi je me disais, c'est vrai qu'on n'est pas ensemble, mais bon, il faut dire que je le respectais en tant qu'humain. Et je respectais aussi la grâce de Dieu qu'il avait. Même si des fois, il m'énervait beaucoup. Mais quand même, je respectais ça. Alors, quand il venait solliciter mes services, que ce soit professionnellement, il doit me payer, par exemple, pour faire certaines... Oui, je viens. Et pour les gens, quand voient, tu étais là dans l'activité, tu étais là en train de bouger. Non, en fait... C'est sûr seulement que... Avec vos bouches là que vous mettez dans l'histoire, couper ça. Ça m'aidait pas. À un moment donné, je crois que ça c'est en 2018 où je me suis dit non, on me verra plus jamais, ni dans ces histoires, ni dans ces mêmes assistantes à séquences. Je ne viendrai pas parce que... À chaque fois qu'on te voyait, pour les autres, c'était une confirmation. Et même que, bon, c'est vrai que de 2015 jusqu'à 2019, je peux dire, 2019, il n'y avait pas de relation comme telle. Mais des fois, il y avait des moments où, comme on est resté en contact, après, il y a comme un feeling là qui passe, mais après, très rapidement, non, ça marche pas. Tu dois tout faire ça vraiment. Oui, en fait, on se rend compte que justement, comme on est dans une boîte, non, ça marche pas. Et justement, c'est ça qui faisait qu'on était dans un... Ça n'a pas dû être facile à vivre. Non, pas du tout. Comment vous avez fait maintenant pour surmonter tout ça et puis vous dire que, ok, maintenant on y va, on quitte la boîte, on vit notre vie, et puis le mariage, et puis Eloi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, déjà nous sommes, à l'époque, pour tout mettre en perspective, nous sommes deux jeunes gens, très jeunes d'ailleurs, parce qu'à l'époque on a commencé, moi je crois 21 ans je pense, ou 22, et elle à chaque fois 4 ans de moins, donc vous imaginez qu'elle a quoi, 17, 18, avec toute cette pression-là déjà, dès le début. Bon, je crois que les jeunes de 22 ans qui me suivent aiment se regarder comme des gens très très matures, mais je pense qu'à 22 ans, il y a quand même encore une marge de croissance en termes de maturité aussi. Et donc voilà, j'ai dit, bon, que chacun fait sa vie. Alors, j'arrive à un moment de ma vie très très décisif, où je prends la décision, je me dis, je quitte le Congo, je vais m'installer en Europe. Je vais vivre en Europe, je vais faire ma vie en Europe, le Congo, Kinshasa, tout ce que vous voulez, plus rien à voir, je pars. Et dans cette phase-là, j'arrive en Hollande, où je suis en train de faire mon master à Amsterdam. Pour répondre à la question de manière claire, je reçois un email de mon père spirituel. Parce que moi, il faut dire, de la manière dont je regardais la vie, j'étais arrivé à un moment pour les amis qui m'ont côtoyé dans cette phase-là de ma vie, où je me disais, je ne me marie plus, quoi. Je ne me marierai pas. Paul. C'est pas important. Voilà, il y a tout un tas de théories et tout. Je ne voulais pas entendre parler de cette histoire de mariage. Et donc, quand j'arrive en Hollande, je reçois un email de mon père spirituel. Vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect. En général, dans les grandes phases de ma vie, dans les grands tournants, il est toujours venu au bon moment pour donner la bonne parole qui me permet d'entrer dans une nouvelle saison. Et donc, en ce moment-là, il me revient et dit non, je me souviens toujours de son email, je suis à l'aéroport d'Atlanta, où mon escale devait être de 2 heures, finalement il est de 4-5 heures, le vol a été repoussé. Et pendant que je somnolais à l'aéroport, je t'ai vu en vision. Et j'ai vu 4 choses. Il commence à me dire les choses qu'il a vues. Première chose concernant mon ministère. Deuxième chose concernant... Bref, il fait le tour. Et puis, dernier point, il dit, j'hésitais de te le dire, mais bon, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire quand même. Là, on est en septembre 2019. Il dit, l'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Alors que toi, tu es dans une phase où tu dis... L'année prochaine, à la même période. Oui, une année après, vraiment, je me suis marié, quoi. L'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Dieu me dit que si tu rates cette saison, tu passeras à côté de... Donc, toi, en ce moment-là, tu moi, en ce moment-là, je me dis... Puis bon, ça faisait longtemps aussi qu'il était vraiment... Paul, quoi. Et puis après, quand il me dit ça, en septembre 2019, je ne fais pas très attention.
Je continue ma vie, les études, je suis chez mon frère en Hollande, donc voilà, tous les week-ends on sort, j'ai vraiment pas le temps. Et puis à ce moment-là, j'ai aussi des concerts dans toute l'Europe parce que l'album avait fait carton. Et donc mon manager qui habite aussi la Hollande, à Delft, m'avait demandé qu'on puisse faire des tournées. Donc à Strasbourg, le week-end prochain à Nantes. Bref, je suis très occupé. L'email tombe, je calcule pas, j'arrive en fin de l'année 2019. En décembre 2019, c'est là que je me dis non, c'est pas possible. Où est-ce que je suis en train d'aller? On est en fin 2019, bientôt on entre en 2020. J'avais 3 grandes questions. J'ai décidé de quitter le Congo, de venir en Europe. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois commencer une église ici? J'avais vraiment, en ce moment-là, l'idée de commencer une église en Europe. Je commence une église. Où est-ce que tu veux que je rentre au Congo? Première question. Deuxième question, c'est par rapport à... Il y avait des investissements que mon frère voulait qu'on puisse faire. Alors je me disais dans quel secteur on devait le faire. Et la troisième des choses, c'était, mais finalement, cette histoire de mariage, c'est comment? Il faut que tu me parles. Donc j'entre en une semaine de jeûne et prière, en décembre 2019, en Belgique, à Bruxelles. Coucou d'ailleurs à mes amis du combat spirituel, parce que c'est dans le siège du combat spirituel à Bruxelles. Je prends une semaine enfermée, jeûne, prière. Je dis Dieu, je ne sors pas d'ici si tu ne me réponds pas. Et c'est en sortant de là que tout est parti. De ton côté. Bon, moi, il faut dire, contrairement à lui, moi, le mariage, je savais que j'allais me marier. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je commençais pas à désespérer parce que le temps avançait et tout, mais je me disais, il n'y a jamais, dans toutes les autres choses que j'essayais de tenter, il n'y avait jamais quelqu'un avec qui j'avais la paix ou voilà, que je sentais au fait la conviction que j'avais lorsque j'étais avec Chloé. Et ça encore, c'était quand même... Bon, c'est vrai qu'il y avait l'ombre du fait qu'on pensait toujours on était ensemble, mais moi, je pense que c'est cette conviction-là commençait à me déranger, au fait, parce que je me mettais dans des relations où je tentais des relations juste pour que cette conviction me quitte. Je me dis, Seigneur, la personne là-bas, lui-même, vraiment sa vie, je sais pas, mais ça se voit clairement qu'il veut rien de sérieux, qu'il veut pas se marier. Donc pourquoi tu continues à me dire que c'est lui? Tu vois, pourquoi c'est moi qui dois savoir que c'est lui et pas de l'autre côté, quoi. Donc 2019, vraiment pour moi, fin 2018, vraiment, j'ai décidé d'entrer dans un pétage, si je vais l'appeler comme ça. Et vraiment de début 2019 jusqu'à juillet, vraiment, je suis entrée dans une vie où bien voilà, j'étais voilà, donc chaque mois je tentais des choses différentes avec des différentes personnes et patati patata jusqu'à ce que Pasteur Trésor Fambroni un jour pendant la décennale me dit Eunice, je sais pas, parce que j'étais sur le point de juste dire oui à une autre personne, juste parce que je voulais passer à autre chose, et c'était pas oui pour entrer dans une relation, c'était oui pour me marier avec la personne. Il me dit, je sais pas à qui tu veux dire oui demain, parce que c'était le lendemain. Wow. Il a dit, je sais pas à qui tu veux dire oui demain, mais ne dis pas oui. Alors moi, étant rationnelle, j'ai dit, c'est Dieu qui te parle ou tu as juste essayé d'observer ma vie? J'ai dit, si vraiment Dieu t'a parlé, tout ça, de quoi il s'agit exactement, de quelle personne? Il a dit, j'aimerais pas te donner trop de détails. Il m'a donné l'initiale du nom de la personne. Elle m'a dit, c'est tout ce que Dieu m'a montré. Mais je te dis, ne dis pas oui. J'étais déçue parce que là, je me disais, OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans une phase où je me dis, bon, c'est bon. Et puis, toute la famille déjà était vraiment Eunice. Parce que pour les gens, c'était, tu t'accroches trop à quelque chose qui n'existe pas. Et pourtant, moi, j'essayais de me débarrasser justement de cette chose et tout. Alors, lui, c'était une proposition, c'était quelqu'un de bien et tout le monde était déjà très partant pour lui. Et lorsque j'ai eu justement ma conversation avec le pasteur Trésor, c'est là que j'ai pris un stop. Donc, pour moi, de juillet 2019 jusqu'à décembre 2019, c'était vraiment, OK, comme tu n'as pas voulu que je me mette avec cette personne, alors éclaircis les choses. Et de mon côté, et du côté de l'autre. Entre-temps, on ne se parlait pas, mais on a repris contact. Et déjà, pour moi, reprendre contact là, parce que le pasteur Trésor m'a dit, il te donnera un signe.
Et c'est comme ça que la semaine prochaine, le très cher frère Lourdes m'écrit, juste comme ça pour reprendre contact, je suis en train de prier et tout ça, je voulais juste savoir comment tu allais et tout. Je me suis dit, après, je crois, 8 mois ou 9 mois, on ne se parlait pas. Dieu t'a parlé, tu priais, puis Dieu t'a dit de vérifier comment je vais et tout. Donc c'est comme ça que... On rentre dans la mission toujours. On doit se rassurer que l'âme, toujours, la brebis, toujours. Et donc c'est comme ça, vraiment platonique et tout. Mais même au moment où il a eu le message et tout, que son père spirituel lui a donné, on en a parlé et tout ça. Le père spirituel m'a dit quelque chose qui... Ici, je veux faire une grande révélation. Il m'a donné une série de messages. Et si je devais suivre, je dois être très très honnête, hein, s'il fallait tout suivre à la lettre, je pense qu'on ne se serait pas mariés. Ok. Pourquoi j'ai fait une grande révélation? Parce que dans la vision qu'il a eue, c'est une vision assez intéressante. Et même jusqu'au point qu'il a décrit la personne que je devais épouser. C'est-à-dire en fait que j'ai vu que tu te mariais quelque part. Il n'a pas dit le nom. Hein. Je te mariais à telle personne qui est de telle... qui est comme ça. Donc, faire une description, en tout cas. Et les descriptions étaient très loin de correspondre à l'église. Donc, finalement, pour moi, je suis dans une grande... Moi, quand il me dit ça encore, je dis, mais... Ben, c'est clair que c'est pas moi. Puis, non, bon, je me suis dit, non, il y a une révélation derrière, mais c'est pas... Je me disais, est-ce qu'il faut interpréter ça littéralement? Voilà, c'est pas littéral. Parce que c'était précis, hein. Mais comme c'est une vision dans le monde de la vision, évidemment, on sait que... C'était déjà dans... Il y a parfois des symbolismes et tout n'est pas forcément à prendre à la lettre. Alors je me disais, mais les descriptions, c'était vraiment pas elle. Non, rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en retraite, justement, pour prier avec précision. J'ai dit, bon, écoute, de toute façon, Dieu, tu es mon papa, j'aimerais te rappeler, vous avez un vieux nana. Tu es mon père, tu parles, je sais t'écouter, je t'écoute pour les autres domaines de la vie, je t'écoute pour d'autres choses. Les choses que j'ai eu à faire dans la vie, c'est clair que c'est toi qui me conduisais. Pourquoi pas dans ce domaine? Je suis né dans une culture protestante et même évangélique où rarement on nous a poussé à prier pour nos mariages. Même à l'église, on nous poussait à prier pour nos ministères. Donc je prie beaucoup pour l'onction, pour les révélations, pour tout ça, mais mariage, je priais pas. Je sais pas pourquoi, mais dans la culture dans laquelle j'ai grandi, on m'a jamais vraiment posé à prier pour le mariage. Je pense que c'était l'une des premières fois que j'ai prié moi-même pour cela. Et quand je prie pour cela, Dieu me montre. Et je suis le genre, quand Dieu me montre à moi, même si quelqu'un d'autre a vu autre chose, je fonce avec mes convictions personnelles. C'est comme ça qu'on a avancé. Donc janvier 2020. Et le corona arriva. Non, janvier avait déjà le corona. Bon, ici non, c'était pas encore vulgarisé. Hein. C'est en mars, parce que c'est la période où elle devait voyager. Quand elle est partie, on a fermé les frontières. Et moi, à l'université où j'étudie, en Hollande, on dit à tous les étudiants internationaux, rentrez chez vous à la maison. Maintenant qu'il y a Corona, parce que j'étais homme de l'université, maintenant qu'il y a Covid, les Européens eux-mêmes ne savaient pas trop c'est quoi vraiment les effets qu'il y aura. Est-ce que, parce qu'il y avait des milliers de morts par jour, garder les enfants des gens au home comme ça, quelles sont les vraies mesures de sécurité, combien de temps ça prendra. On nous dit rentrez chez vous. Et alors je prends mes clics et mes claques en janvier, début février 2020. Et je me retrouve à Kinshasa. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas ce que je vais faire à Kinshasa. Je suis là à Kinshasa. Je n'ai pas d'église à l'époque. Rien de concret, mais je me retrouve juste ici. Heureusement, j'avais fait des tours, des concerts. Donc, financièrement, je ne me plaignais pas. J'ai pu prendre un appartement, j'ai pu m'organiser un tout petit peu. Mais il n'y avait rien de concret. Donc, pour moi, je me disais... Peut-être dans 2-3 mois, la situation va se calmer. Et puis je vais rentrer. Et puis voilà, il arriva ce qui arriva. Qu'est-ce qu'il arriva? Et donc, il est revenu. Oui, vu qu'on parlait déjà, mais après, bon, bien sûr, un peu comme au tout début, c'était vraiment l'amitié du début, au fait, qui est revenu. Le temps de Covid nous a beaucoup aidé. Honnêtement, parce que j'habitais pas très loin de
l'appartement que j'ai pris, pas très loin de chez elle à la maison. Donc, ce qui se faisait, c'est qu'on se voyait, tout était presque en lockdown. Oui. Et donc, on se voyait tout le temps. Oui, donc en fait, c'est presque comme si on était seul au monde, en fait. Un peu comme au début. Donc, mais juste qu'on était proches. Ouais. Donc, Covid vous a permis de vivre ce que vous n'aviez pas vécu aux États-Unis. C'est exactement ce que j'allais dire. Exactement. Et donc, et même que c'est allé très vite parce que, bon, c'est vrai que l'amitié, et puis très rapidement, il y avait les messages, et vrai, c'est tout. Mais après, il m'a dit non, moi j'aimerais venir parler à ton père et tout, et lui dire que, voilà, on va se marier. Bon, pour moi, c'était de la blague parce que, en l'espace d'un mois, on parle bien, et puis, voilà, on va se marier. Et puis, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, c'est différent? Hein? Donc, je me dis ça, mais vraiment, il était très déterminé. Et bon, moi, je me suis dit, OK, je vais aller parler à papa. Et j'ai parlé à mon père. Comment il a réagi? Il était très sceptique. Très sceptique. Parce qu'il faut dire que mes parents, maman était quand même au courant de plusieurs des up, down. Papa, au tout début, il était au courant parce qu'il en a entendu parler. Mais après, il ne m'a plus jamais vraiment abordé sur la question. Donc, sur les, je crois, 8 ans ou 9 ans, il n'a jamais fait mention de ça. Je ne suis jamais aussi allée lui parler de ça d'une manière ou d'une autre. Et il y avait toujours un blocage parce que, pour moi, dans ma tête, tous ces couacs, ça existe, mais c'est aussi son fils. Donc, comment on fait pour distinguer, en fait, tu vois, tout ça là. Et ça aussi, ça a créé beaucoup de problèmes parce qu'on se disait, ah, toi, tu auras un clavier du pasteur qui est aussi... Voilà. Et donc, aller lui parler, pour moi, j'avais très peur. J'avais vraiment très peur. Et donc, pour la première fois, on se met là, on parle et tout. C'est là qu'il me dit, mais en fait, vous me prenez pour... Vous prenez pour qui? Toutes ces années, je vous vois ce que vous faites, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble et tout. Et là, tu me dis, ça a commencé comment? Pourquoi? Et puis là, comme ça, on a me cité d'autres personnes. Pourquoi pas telle personne qui passait ici? Moi, je ne savais pas qu'il observait tout ça. Et il m'a dit... Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Elle a dit, elle est passée à autre chose. Et donc, après, il me dit, c'est ton choix, mais je dois prier d'abord. Alors, je te laisse le temps. Mon père aime bien me donner des rendez-vous très tôt le matin. On se voit demain à 7h du matin. 7h, on vit dans la même maison. Oui. Et puis, il me dit, là, on va s'asseoir tout tel fauteuil. Moi, celui-ci, je t'attendrai à 7h juste. Pas 7h, 1 minute. 7h juste, tu es assise là, on parle. Tu me vois demain entre 8h13 et 9h12. Exactement. Et donc, quand je lui parle, je reviens, il me dit, en tout cas, vraiment, si ça dépendait de mon côté humain, je te dirais non. Parce que elle dit, je t'en ai jamais parlé, j'ai jamais fait mention de ça, mais pour moi, émotionnellement, c'était aussi très difficile. Donc, en tant que père, j'ai envie de dire non. Mais elle dit, bon, spirituellement, j'ai prié toute la nuit, Dieu m'a rien dit. Ça veut dire que... on va voir. Il a dit, si il arrive vraiment à franchir le portail de cette maison pour venir me parler de cette histoire, c'est peut-être bien que Dieu est dans cette histoire. Et Thomas, toi, de ton côté, quand tu allais voir papa, est-ce que... Déjà juste un tout petit peu avant d'aller voir papa, qu'est-ce qui a finalement fait que tu reviennes à la charge et que cette fois, tu... Voilà... Il a dit qu'il avait prié. Oui, ça c'est mais clair. Humainement. Oui, c'est ça. Merci, Ace. Non, il y a le fait que déjà, je crois que spirituellement, je me dis que c'est cela. Parce que comme l'a dit maman Wildy, j'ai passé beaucoup de temps en prière par rapport à cela. Au-delà de cela, je pense que au niveau mental ou psychologique, quelque chose aussi avait changé. Moi qui me disais à l'époque, le mariage, ça peut ne pas venir, je m'en fous. Bon, ça vient, je prenais vraiment jamais ça en sérieux. En ce moment-là, dans mon état mental et psychologique, je suis en train de me dire que absolument je dois le faire. Il y a quelque chose à changer en fait. Je suis devenu comme quelqu'un de... Après cette retraite-là, je suis devenu comme... habité par un autre esprit, si je veux le dire comme ça.
Je peux poser une question? Il y a eu une... Tu as le droit. Non, on n'est pas venu. Non, en fait, c'est une question. On est venu raconter. C'est une question qui va dans ce que tu as dit, au fait. C'est juste montrer. Non, vas-y. En fait, la question, c'est est-ce que ton regard aussi vis-à-vis de moi n'a pas changé? Parce que durant toutes les années, bon, parce que pour moi, mon regard vis-à-vis de lui avait changé. Durant toutes ces années, je l'avais mis dans une boîte en me disant que voilà, lui vraiment, bon, je le considère comme pasteur, comme chantre et tout ça. Donc, c'était ça, quoi. Il n'y avait plus le côté amour et tout ce qui va avec. Et je pense que même dans... j'ai beaucoup aimé, il a utilisé le mot croissance. Je pense que la fille que j'étais quand j'avais 18, 19 ans, lorsqu'on s'est connus, je n'étais plus cette même personne-là. J'avais beaucoup acquis en maturité avec les expériences bonnes comme mauvaises et tout. Et je pense que dans toutes les boîtes où on a essayé de nous mettre aussi, il y avait beaucoup du fait que lui, je le considérais à un moment donné comme un church boy, si je peux dire ça comme ça. Et je le mettais dans la boîte du church boy. Et c'est aussi la remarque que je recevais souvent. À chaque fois qu'il était avec moi, il avait l'impression d'être avec une fille d'église. Parce que justement, il y avait la boîte dans laquelle on disait, mais ça créait tout le temps un blocage. Moi, quand il est revenu et quand on a recommencé à parler, vraiment, j'ai vu un lot différent. Je sais pas, c'est peut-être les prières qu'il faisait de son côté, les prières que je faisais de mon côté, mais ma vision, j'avais l'impression que les cas, je le trouvais différent, je trouvais qu'il avait pris en maturité, et même que ce côté-là où parler des choses sérieuses, parce que lui, vraiment, à chaque fois que tu mentionnais mariage, tu sentais qu'il y avait un blocage, mais pour une fois, il parlait vraiment du futur. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il commence à parler du futur et tout ça. Honnêtement, je crois que l'une des choses qui font la différence dans ce genre de relation, c'est juste la maturité des deux côtés. À un moment donné, je crois, un peu comme Paul disait, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Et maintenant que je suis devenu adulte, je me suis débarrassé de tout ce qui faisait l'enfance. Moi-même, j'ai senti un changement. La manière dont je regardais la vie était totalement différente. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Je ne sais pas expliquer. Mais c'était différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, j'avance dans telle direction, c'est bon, j'ai pris ma décision, j'avance. Est-ce qu'il n'y avait pas d'obstacles? Il y a eu tout plein d'obstacles. Est-ce qu'il n'y avait pas de choses qui pouvaient faire en sorte qu'on arrête? Mais les mêmes choses qu'il faisait qu'il y a dans les années passées, c'était des motifs de rupture. Cette fois-ci, tu le regardais comme... On enjambe ça facilement. C'est juste que mentalement, quelque chose de différent était arrivé. C'est bien dit ça. Tu vois, donc... il parle bien. Donc, c'était ça, en fait, qui a fait la différence. Et puis après, finalement, elle m'a dit que non, papa a dit qu'on se voit. Et puis... Et donc, ce jour-là... Ce jour-là, moi, j'habite où? J'habite vers le Palais des Marbres. Parce que j'ai quitté l'appartement que je louais à Gombe, je monte vers le Palais des Marbres, et donc je dois descendre vers chez elle à Kitambo. Kitambo, oui, vers GB Kitambo. Papa, quelqu'un qui aime respecter l'heure. On devait se voir, je crois, à 8h juste. Et moi, en descendant vers Ngouma, bloqué dans un embouteillage terrible. Donc, regarde la montre comme ça, 10 minutes pour qu'il soit 8h. Et bloqué. Je laisse la voiture, je prends la moto, je ne sais pas comment faire, puis j'avance quand même petit à petit. Finalement, au lieu de 8h, je crois, je débarque à 8h35, je sais pas. 40, parce qu'en fait, déjà, il m'envoie un message, il prend la voiture en photo, vraiment, il filme si c'est pas Eunice. Tu sais que j'aime respecter l'heure, mais là, vraiment, je sais pas si tu peux dire à papa que de décaler pour même 20 minutes. Et lui, il devait sortir, il avait des rendez-vous importants. Donc, la première fois, on décale pour 20 minutes, et il me dit, oui, j'ai reçu le message de l'autre, il m'a dit qu'il sera en retard de 20 minutes. Et quelques temps après, on sent que ça bouge toujours pas, parce que c'était pas en fait sa voiture aussi qu'il avait, donc il pouvait pas laisser ça en pleine route comme ça et prendre une moto. Il me dit non, il faudrait rajouter encore 15 minutes. Alors je vais chez papa, je lui dis non papa, est-ce que je peux rajouter encore 15 minutes? Il me regarde, il me dit Eunice, je lui donne 10 minutes. Si dans les 10 minutes qui suivent, il n'est pas là, qu'il ne vienne plus jamais me parler de cette histoire. Dès qu'il ferme la porte, maman sort et qu'on panique. Mais Eunice, qu'est-ce que vous cherchez dans ma vie? Parce qu'elle, elle se dit déjà, donc, c'est pourquoi l'autre, il y a toujours avoir quelque chose qui bloque. Quand je conduis à la Michael Schumacher, je conduis comme un fou.
Toi, tu lui dis aussi dans 10 minutes. Oui, et puis moi, je lui dis aussi, si dans 10 minutes, t'es pas là, vraiment. En fait, just forget us. Je pense que je prends des voies que je vais pas prendre et tout. Bon, finalement, j'arrive à attendre dans les délais. Et puis tu arrives avant les 10 minutes, tu crois 8 minutes avant, c'est quelque chose et quand comme ça. j'arrive, je parque, je bloque, j'entre presque en transpirant en cours. Et donc, je me mets à la véranda et puis et le papa qui sort d'un air très très sérieux. Il aime les choses solennelles, mais ce jour-là, la solennité était à un autre niveau. On a parlé, j'ai parlé d'abord avec lui, et puis après, il appelait Eunice et maman Viviane. Donc on a parlé à 4. Il y a une des questions qu'il m'a posée, c'était assez drôle. Il dit, mais en fait, votre histoire a commencé en 2012. À l'époque, vous étiez déjà très, comment dire, convaincu du mariage et tout. Voilà. Mais bon, 8 ans après, on est en 2020. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas encore attendre 8 ans? Et tu es comme l'histoire de la Bible. Jacob, voilà. Et tu es comme Jacob, tu reviens après autant d'années. Et puis, donc, on a eu une très belle conversation qui s'est conclue avec sa proposition. Il nous a demandé de parler ensemble et de fixer une date. Qui nous convient. Et puis, eux, ils vont nous accompagner. Et une chose que j'ai aimée, justement, dans cette conversation-là, c'est qu'il avait... il a été très clair avec nous. Il a dit, si déjà moi, j'ai pu vivre cette histoire comme ça, je n'imagine pas les gens autour et même ceux au loin. Il a dit, mais maintenant que j'ai parlé avec vous, j'ai senti que vous êtes vraiment vous-même convaincu de cette histoire et je sens aussi que je dois vous accompagner dans ça. Maintenant, moi, je vous accompagne dans ça, donc il n'y a plus personne qui va venir. Vraiment, je suis votre allié, quoi. Je me porte garant pour vous, fermer les oreilles, avancer, et puis tout ce qui va arriver arrivera. Il a été un très grand soutien moral, spirituel aussi, dans cette période-là. Et puis, comment on arrive au mariage, c'était pas ça la question. Non, la question, c'était comment on a rencontré papa. Ouais. Non, voilà. Okay. Ouais, mais c'est la suite. Après ça, finalement, on se dit que voilà, on va faire le premier pas en juin, et puis après, on se dit qu'on va. On n'a pas encore prévu de date de mariage, mais on se disait cette même année-là, pourquoi pas en décembre, se marier. Je suis invité dans un programme de prière. Pasteur Dédé, midi en prière. Tout se faisait en ligne à cette époque-là. Les églises étaient en ligne. Et donc, il a commencé un programme de midi en prière et il m'a invité à prêcher ce jour-là. Et pendant que je suis en train de prêcher, ce jour-là, il y avait une telle atmosphère prophétique. Et je donnais beaucoup de messages prophétiques. Je suis en train de voir telle chose, je vois telle chose, je suis en train de prophétiser. Et puis je donne un message et je vois quelqu'un ici. Là, c'est sur toi. Là, c'est sur moi-même, mais je ne sais pas que c'est sur moi. Je vois quelqu'un ici qui doit se marier cette année. Et j'ai vu la date, tu as prévu pour décembre, mais Dieu me dit de te dire, là, tu te dis ramène même pas ça de toi. Impossible, c'est pas moi. En fait, l'ardeur avec laquelle il proposait, vraiment, toi. Et dans mon esprit, selon que j'avais reçu le message, j'avais comme l'impression que la personne était en ligne, au fait. Que la personne me suivait en ligne. Dieu me dit, ramène ça en septembre, de 3 mois. Ne dépasse pas septembre. Et si tu ramènes ça en septembre, voici la provision divine qui va t'accompagner. Je prophétise. Or, moi, en ce moment-là, par rapport à mon budget et tout ce qui devait se faire, je me disais, non, je me donne jusqu'à décembre. Logiquement, mettre ça en septembre, c'était de la folie. Parce que de juin, où il y a eu la présentation en septembre... Donc, mon esprit capte la chose, mais ma raison me dit que ça ne peut pas être pour moi. C'est pas pour toi. Je finis de prophétiser, et à la fin, le pasteur Dédé prend la parole. Il avait 4 messages aussi à donner. Il donne le premier, il donne le deuxième, il donne le troisième, le dernier. Il dit, pasteur, je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu de vous marier, mais Dieu me dit le dernier message que vous avez donné. C'est à vous. Je crois qu'on peut retrouver cette séquence. Ça passe en direct. Wow. Dieu me dit le dernier message, c'est pour vous. Wow. Et c'est comme ça qu'on s'est regardé. On a dit, bon, écoute, on va dire aux parents. Et ça coïncide un peu au message que votre père spirituel vous avait donné. Parce que décembre encore, c'est peut-être tantôt plutôt, on peut aller en janvier. L'année prochaine, à la même période. Maintenant, c'était une folie, au fait, de préparer un mariage en 3 mois. En espace en plein Covid. C'est ça. Avec tout le creux financier qu'il y avait.
puisque beaucoup d'activités, on ne les pratiquait plus. Nous autres, par exemple, nos sources de revenus, c'était un peu fermé, c'était compliqué, tu ne peux pas voyager et tout. Et donc, il fallait. Et même moi, pour mes parents, on venait de faire d'avoir le mariage de Roanne en décembre. Donc, septembre, déjà, c'était. Voilà, les finances sont un peu serrées, mais bon, comme c'était Dieu. Il fallait y aller par la foi. Non, il y a eu un accompagnement spirituel extraordinaire. Dieu ne ment pas. Mais franchement, sur ce point, je prie vraiment que le Seigneur mette à vos côtés des gens qui entendent la voix de Dieu pour vous, mais que vous-même aussi vous soyez capable de l'entendre pour vous guider, parce que vraiment on a vu comment il y a eu la providence de Dieu et la manière dont il vous a conduit au travers de ce chemin. Et vraiment que Dieu nous aide à entendre sa voix et à obéir surtout, parce que c'est une chose que d'entendre, c'en est une autre que d'obéir. Parce que ouf. Et je peux vraiment faire un témoignage pour quelqu'un qui veut, peut-être qui s'apprête à se marier ou qui se demande comment ça va se faire. Si Dieu est avec vous, allez-y. Je me souviens, parfois il y avait des délais de paiement. Et c'était pas un petit mariage. Vous avez été là. On a été là. Et voilà, madame avait ses rêves, ses folies même. Mais c'est petit par rapport à ce que je voulais faire. S'il n'y avait pas Covid, ça allait être différent. Il y avait des targets. Parfois, il faut donner. Par exemple, ma soeur m'appelait. Je me souviens, ça c'est un témoignage vraiment. Ma soeur m'appelle. Elle me dit que les gens parce que le mariage civil devait se faire là où ça s'est fait, les gens en question demandent à ce qu'on paye la totalité demain, avant 18h. Et avec toutes les charges qu'il y avait, c'était, je crois, en tout cas, je ne vais pas donner des chiffres ici, mais c'était beaucoup d'argent. J'avais même pas en ce moment-là, j'avais même pas le 5% de la somme totale qu'il fallait payer le lendemain avant 18h. Je suis allé, j'ai dit à ma soeur, ok, d'accord, appelle-moi à 12h, je trouverai une solution. Et j'ai rien. J'ai vraiment rien. Tout ça, moi, je savais pas. Et je dois payer cette somme-là. Et je vous assure, c'est une énorme somme. À cause des rêves de madame. Et je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur, je fais comment? Le matin, je suis invité dans un studio. Je devais enregistrer un son avec un ami qui sortait un album. Donc je vais au studio, j'enregistre le son, puis je reçois un appel vers 11h. Il dit, mais petit, tu me fouilles, pourquoi? Hein? Passe à mon bureau. Un vieux là. Tu me fouilles, pourquoi? Passe à mon bureau. Il voulait me parler d'une de ses histoires, il voulait que je puisse l'orienter un tout petit peu, comment faire. Là, il commence à me parler, Il dit, mon vieux, oui. Il dit, ok, d'accord. Il dit, mais petit, mais Yozoba là, tu te maries, pour ceux qui comprennent pas le lingala, tu te maries, tu n'as rien dit à ton vieux. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore contribué par rapport à ton mariage, n'est-ce pas? Bon, donne-moi 2 minutes. Dieu m'est témoin, il entre comme dans une sorte d'antichambre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette antichambre, mais j'entendais comme des bruits de robots. Et puis il sort avec une enveloppe, il dit non, ça c'est pour toi et tout. Dieu m'a mis à cœur de te donner ça, heureux mariage et tout. Je sors avec une enveloppe. C'était la somme que je devais payer x2. Donc j'appelle ma sœur. 12h. Quand elle est passée à 12h, elle n'est pas encore passée. Moi, je l'appelle. Non, mais tu t'aimes! Et pourtant. Et donc, elle arrive vers 15h. Je sors la grosse enveloppe là. J'enlève un montant. Je compte, je lui donne. Et puis, elle me regarde. Ça vient d'où? Quelle musique, ça m'a. Tu savais. En fait, Dieu nous a accompagnés. On n'a pas eu de dette. Et voilà, ça que j'allais dire, ça c'est un grand témoignage quand même. On a vraiment. Dans une période compliquée financièrement, on a tout fait. C'est vraiment Dieu qui m'a. Dieu accompagne. Moi, c'est vraiment le conseil qu'on donne aux gens. Quand Dieu est avec vous, foncez. Moi, j'ai eu un peu la même sorte d'histoire. Moi, le pire, c'est ma belle-mère. Ma belle-mère qui me voit, parce que je vais pas rentrer au tout début de ces histoires avec les $200 que j'avais alors qu'on a fixé les dates. Et elle me dit, papa et maman, en janvier, elle me dit, papa et maman ont déjà acheté leur billet d'avion pour août, pour notre période de mariage, en janvier. Et j'avais $200 que j'ai utilisés, il me restait $20. On doit se marier en août de cette année-là. Wow.
Et je me rappelle de mon père qui vient, il me dit, c'est comment? J'ai dit, non, on va se marier en août, voilà les dates. Ok, tu as combien? $20. Je dis, non, là, je lui remets les $200. Il dit, les $200, il me dit, ça va pas? 200, tu te maries en août? Mais moi, j'ai pas d'argent. Comment on va faire? J'ai dit, non, papa, ça va aller. Ça va aller comment? Il dit, non, ça va aller. Dieu est avec nous, ça va aller. J'ai dit, ah! Mais après ça, Dieu fait les choses, travail, mission de service. L'argent commence à entrer et sa maman arrive en août. Et quelques jours avant le mariage, elle me fait, mais pour le buffet, il y a votre part que vous devriez donner. Je pense que c'était dans les 4 000, 5 000 $ par là. Et je n'ai rien. Ça veut dire que tout ce que j'avais, c'est entré par-ci, par-là. J'ai rien. Et moi, j'avais déjà dit à papa que tout va bien. Donc, et je lui ai dit, non, maman, je viendrai demain. Demain, après le boulot. Je me rappelle que, moi, quand je suis en train de lui dire ça, maman, maman, j'avais pas menti, je savais. J'avais la foi. J'ai dit, maman, je viendrai demain. Thomas, on était un mardi ou un mercredi. Je lui ai dit, je viens demain. Je vais au travail le lendemain matin. J'arrive au travail, j'étais vraiment pas là. Parce que tu te dis, comment je fais pour avoir 5 000 $ maintenant? Je suis au travail. Je fais comment? Je suis là. La journée se passe vraiment jusqu'à la fin de la journée. J'ai rien. Vers 16, 17 heures, je voulais partir. Parce que voilà, la journée est finie, je voulais partir. Mais il y a eu un dernier truc. Non, on fait ceci. Vraiment en train de traîner les pieds, genre, il faut que je trouve de l'argent, je fais comment? J'entre dans mon bureau. À un moment donné, je sors. Je pense que je parlais au téléphone. Il y a quelqu'un qui me voit. Ah, ça va? Et ton mariage, c'est la semaine prochaine? Dans 2 semaines. Ah, ok, d'accord. Ah, mais j'ai vu l'invitation, mais je pourrais pas être là, je voyage et tout. Mais viens. J'arrive, j'entre dans un bureau. Assieds-toi. Puis on me donne une enveloppe. Tiens, c'est ma contribution pour ton mariage. Je dis, ah, merci. Je sors, je mets dans ma poche, je sors. Vu l'épaisseur de l'enveloppe, je me dis, ça, c'est certainement des francs. Ouais. Parce que, franchement, j'entre. Je vais partir. Oh, je me dis, bon, tu sais quoi? Compte quand même. Je vais aux toilettes, je ferme les toilettes, j'ouvre l'enveloppe, je regarde d'abord comme ça, je vois que tout est vert. J'en ai des de 1000 francs. Je regarde bien, je dis non, c'est vraiment des US. Maintenant, je veux voir les chiffres qui sont devant. Je regarde, c'est des billets de 100. Je fais, des billets de 50 ou de 100? De 100. Je fais, non. Thomas, je te dis, j'ai sorti, j'ai commencé à compter. J'avais envie de dire, mais que ça s'arrête. J'ai compté. Quand je suis arrivé, que j'ai fini ce que je devais donner à ma belle-mère, j'ai continué de compter. J'ai fait, directement, j'ai mis dans la poche. J'ai senti les larmes me monter. J'ai dit, Seigneur, merci Seigneur. J'ai appelé, bébé, tu es où? Maman est à la maison? Oui, j'arrive. Je suis arrivé, j'ai donné à ma belle-mère, je lui ai dit, bon, ça, prends ça encore, je sais pas ce que tu vas mettre ça, mais prends ça encore. Mais Dieu, vraiment, il marie ses enfants, il fait les choses. Il accompagne. Il accompagne. Dieu accompagne. Dieu accompagne. Il y a une cliente qui m'appelle, j'ai fait des photos pour elle. Elle m'appelle, mais tu te maries, je suis pas là, je pourrais pas être là et tout. Mais je t'envoie quand même de quoi te faire coiffer par Western. Je vais chercher l'argent par Western pour me faire coiffer. Je compte $300. Je dis, c'est pour me coiffer pendant 2 ans. Mais vraiment, vous voyez, en fait, des petites choses comme ça, et Dieu vraiment, Dieu accompagne. Et donc, Dieu vous accompagne et vous vous mariez. Très beau mariage. Vraiment, très, très beau mariage. Et ensuite, vous entrez dans le mariage. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi beau qu'on le disait? Est-ce que c'est ça. Comment ça s'est passé entre les préparatifs? Parce que, par exemple, le couple de Mehdi et Rohan,
ils nous ont dit, tu te rappelles de la fameuse phrase de au point où on en est, invite-moi à ton mariage. Il y a Mehdi qui a dit ça à Rowan parce que elle voulait tout faire et lui il était là genre, ok là, envoie-moi une invitation. Est-ce qu'il y a eu aussi des moments comme ça pendant les préparatifs où on a senti, comment ça se passe entre le moment où vous fixez les dates, Dieu vous parle en direct que c'est pour vous et maintenant il faut les faire et ça avance et vous entrez dans le mariage finalement? De ce côté-là, de mon point de vue, parce que je pense qu'elle était plus dans la logique de l'organisation, parce que même si c'est pas elle qui organisait directement, mais c'est vraiment maman Viviane qui était derrière. Il y avait une wedding planner, ma sœur, de mon côté aussi. Il y avait une équipe qui s'est jointe pour faciliter l'organisation. Ma sœur faisait le pont entre l'organisation du mariage et les rapports qu'elle devait donner à ma famille. Mais de son côté, c'est vraiment tout se passait vraiment presque de son côté. Et moi, c'était rien de compliqué, en fait, pour dire la vérité. J'ai pas vraiment eu de pression pour ça, parce que moi, les pressions étaient financières. C'est-à-dire, au fait, qu'il y a tel montant à donner à tel moment, et puis 2 semaines après, il faudra donner tel montant, et puis 1 semaine après, il faudra donner tel montant. Je m'organisais juste à avoir mes montants prêts, et je donnais, c'est tout. Donc, pour moi, et moi, j'étais pas dans une sorte... Si ça dépendait de moi, ça serait un mariage avec peut-être maximum 10 personnes, quoi. C'est-à-dire 5 à 8, 10 même, c'est le max. C'est-à-dire ça dépend de moi. Vraiment, ça serait quelque chose ni vu ni connu. Petit, et tout. Bah, c'était petit. Ça serait ni vu ni connu. Il y a des photos sur Internet. Mais c'était petit par rapport à ce que ça pouvait être. Non, mais avec le type de saison. Ouais. La saison. Alors moi, de mon côté, je me disais, non, elle fait ce qu'elle veut. Faites ce que vous voulez, je donnerai... Je discutais pas. En tout cas, vraiment, franchement, la plus grande facilité dans cette organisation, c'était lui. En fait, vraiment, je suis à côté de quelqu'un qui n'a pas... En fait, lui, c'est toujours... C'est combien? Donc, il n'est pas dans... moi, j'aimais bien, je voulais qu'on choisisse à deux les fleurs, les couleurs et tout ça. Lui, il n'était pas dans ça. Lui, si toi, ça te plaît, moi, si ça me plaît, c'est bon. C'est combien? Et bon, au début, c'est un peu... Toi, tu t'imagines comme dans les films, on va faire à deux. Mais après, je me suis dit, non, c'est quand même une grâce d'avoir quelqu'un qui accepte facilement tout ce que tu proposes et tout. Donc, vraiment, j'avais pas de stress. Le stress, plus, c'était, comme il a dit, financièrement, parce que, voilà, tout ce que je disais qui paraissait très simple avait un certain coût. Donc, vraiment, en tout cas, l'organisation, je sais pas si j'ai stressé pour mon mariage en termes d'organisation, non. Je pense que Dieu a vraiment bien fait les choses. J'ai pas tout ce qu'il dit là, c'est stress par rapport aux finances. J'ai pas senti ça qu'il stressait. Moi, je voyais juste des portes qui s'ouvraient, quoi. Que ce soit de son côté ou du mien. Mais je dirais que plutôt le stress que moi, beaucoup plus moi, j'ai vécu pendant cette période-là, c'était la pression des réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on a annoncé, enfin, pas qu'on a annoncé, parce qu'on n'a jamais annoncé, ça a fuité notre présentation. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, nous-mêmes, on l'a annoncé, mais c'était vraiment la pression, en même temps préparer ton mariage, mais en même temps savoir fermer tes oreilles, avancer, se concentrer sur les préparatifs du mariage. Je me rappelle, les fiançailles, c'était le jour de son anniversaire, donc un 8 juin 2020. Et le même soir, la même nuit là, c'était déjà un peu, ça commençait à aller un peu partout et tout. Moi, j'ai pas dormi, jusqu'à 8h, 9h, j'étais assise comme ça dans ma chambre parce que je recevais des appels de mes amis et tout. Et je me rappelle vers 9h ou 10h, il m'appelle pour me demander, ça va? Comme si de rien n'était. J'ai dormi paisiblement. Comme si de rien n'était. Et puis moi, je lui dis, mais tu vois pas tout ce qu'il y a. Je t'envoyais plusieurs trucs. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Elle dit, bon, on est ensemble. C'est quand c'est sorti avant qu'on le dise, c'est pas un problème. On est ensemble, oui ou pas? Je dis, oui, on est ensemble. On va se marier, oui ou non? Je dis, oui. Elle dit, ok, d'accord, je viens te prendre dans quelques heures, on va faire un tour. Je me dis, mais ce garçon, vraiment. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je suis quelqu'un de très.
très discrète. Bon, moi, je faisais ma petite vie avec... bon, lui, il est quand même quelqu'un de public, donc il a déjà eu à subir la pression, en fait, des réseaux sociaux. J'étais vacciné, pour dire la vérité, j'étais vacciné en 2019. Il y a eu une forte pression sur les réseaux en ce qui me concerne. C'était terrible, terrible. Ça, c'était mon premier baptême. Et à partir de ce moment-là, réseau, je suis vacciné. C'est-à-dire... il y a un truc, je peux même moi-même commencer à alimenter. Ah, vous voulez d'autres infos? Je peux même commencer à alimenter. J'allais même vous poser la question, comment arrivez-vous à gérer la notoriété en tant que couple? Ah oui, et surtout avec les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, la politique qu'on avait définie et qu'on s'était mis d'accord sur ça, c'était vraiment sur le réseau de parler de notre travail, mais pas trop de notre vie personnelle. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que sur les réseaux, par exemple, on ne parle pas beaucoup de nous. On a même eu du mal à venir à Il était une fois. Moi, personnellement, c'est pas elle. À un moment donné, j'ai donné mal. En fait, si c'était pas Ace et Wildy, franchement... Je crois que la première fois, c'était 2021, vous avez proposé. Oui, donc depuis 2021. Pour vous dire la vérité, on a eu des demandes comme ça, d'à peu près le même genre de show. On a eu des centaines de demandes. Mais j'ai jamais vraiment voulu. Jamais. J'ai toujours dit non. C'est un honneur. Mais pour vous, c'est la famille. Merci beaucoup. Notre vie privée, on n'en parle pas sur les réseaux. Que ce soit les enfants, que ce soit... Voilà, on essaye de garder un petit équilibre comme ça, sinon ça va dans tous les sens. On va prendre les deux. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions pendant l'histoire. Tu ne m'as pas laissé poser mes questions. On va prendre deux, trois questions. Je vais poser la question à Maman Eunice. Maman Eunice, tu es jeune, maman pasteur. Comment tu arrives à gérer ce titre? Est-ce que c'est une pression pour toi? Est-ce que tu te sentais déjà prête à être femme de pasteur? Comment tu vis ça? Bon, c'est pas facile, hein, dire la vérité, c'est vraiment pas facile. Je pense que le fait d'être enfant de pasteur et d'avoir vu ma mère et d'avoir été dans ce milieu-là, ça me donne un avantage parce que j'ai vécu dans ce milieu-là. Bien que c'était un milieu dont j'avais envie de me défaire, comme j'ai dit au début, pour moi, épouser un pasteur, non. Mais voilà, je me retrouve dans ça. Le plus gros du travail que j'ai eu à faire, l'un des plus gros du travail que j'ai eu à faire, c'est vraiment d'accepter ça. Parce qu'au début, vraiment, tu vis comme si ça n'existe pas. Mais j'ai dû à un moment donné accepter que voilà, mon mari, il est pasteur et qu'il y a une certaine manière de vivre, il y a une certaine manière de se conduire, au fait, qui va aussi avec le fait d'être enfant, d'être femme de pasteur. Parce qu'il y a peut-être des restrictions que l'on se pose à cause de ça. Il y a des folies que je ne peux pas me permettre à cause de ça. Et puis, en plus de cela, il n'est pas que pasteur, il est chante. Donc, en fait, je le dis souvent à ma mère, mais vraiment, j'ai eu l'impression que j'ai été propulsée ou j'ai gradué dans des classes trop supérieures très vite, quoi. Pour avoir été quelqu'un de très réservé, de privé, et puis pouf, t'es femme de pasteur, pouf, directement aussi t'es femme de chantre. Donc ça veut dire que même s'il n'est pas pasteur, il est chantre. Donc quand il n'est pas chantre, il est pas. Donc il est toujours quelqu'un, quelque chose. Et voilà. Et je pense que le regard des autres aussi a mis une très grande responsabilité sur moi-même, parce que bon, j'étais habituée à être l'enfant de pasteur. C'est pas le même poids de responsabilité. Maintenant, tout le monde me considère comme moi, je considère ma mère. Et donc, c'est un travail qui se fait du jour au jour. En tout cas, je ne pense pas que je suis arrivée à un niveau de maîtrise totale, mais je pense qu'au jour le jour, je m'habitue et je m'améliore. Notre dernière question. L'avant-dernière. Qu'avez-vous découvert dans le mariage que vous auriez voulu connaître avant? Ben, je vais la laisser répondre. Oh. J'ai commencé en tout cas. Moi, j'aurais voulu qu'on m'explique un peu mieux, pas le rôle de la femme, mais le poids de la responsabilité des choses. Au fait, vraiment, au tout début,
Je me posais la question. Donc, en fait, moi, je suis tout ici. Tu es cordonnier, tu es médecin, tu prépares, tu nettoies. En fait, tu es tout. En fait, tu dois avoir des réponses à tout. Oui. Des fois, ils viennent te poser... Archéologue, parce que mes chaussettes... C'est ça. En fait, des fois, ils viennent te poser des questions. Tu n'as pas de réponse, mais tu dois avoir une réponse, au fait, pour ça, quoi. Et tu te rends compte très rapidement que vraiment, la maison dépend de toi, mais dans les moindres détails, quoi. C'est pas juste... En gros, c'est vraiment... Bâtir sa maison, le Bakawana a bâti sa maison. Si tu as bâti, tu dois savoir où se passe tout. C'est chaque bâti... Non, mais à un moment donné, on a l'impression... Mais toi, alors, dans cette maison, tu ne maîtrises pas... Non, c'est toi qui as bâti. Le réchaud, comment on allume? Est-ce que c'est cette plaque? Papa. Mais oui, c'est toi qui bâtis. Non, c'est vraiment, c'est vraiment une charge mentale. On n'est pas préparé à ça, au fait. Et quand tu prends pas conscience de ça rapidement, tu peux craquer. Hein. Tu commences à déprimer parce que tu as vraiment l'impression que voilà, je dois tout faire ici. Mais la deuxième des choses, ce que j'aurais voulu savoir, mettre des bons mots. J'aurais peut-être pas voulu savoir, mais j'aurais peut-être pris plus de temps pour poser certaines questions et peut-être avoir un peu plus de connaissances sur certaines choses. Je pense que ça m'aurait donné plus d'ouverture et peut-être plus de maîtrise, surtout au début. Et la dernière des choses, je vais finir avec ça parce qu'il y a plusieurs choses que j'aurais voulu savoir, mais j'aurais voulu savoir aussi, peut-être mieux comprendre que la vie de couple, c'est vraiment, c'est une décision et c'est vraiment, chaque jour, c'est vraiment une aventure à vivre, à passer. En fait, chaque jour, quand tu dors, après, tu dis, OK, merci. En fait, je ne me rendais pas compte de ça. Mais c'est vraiment chaque obstacle que vous traversez, chaque fois que... J'aurais voulu peut-être être un peu mieux préparée. J'avais comme l'impression que, voilà, c'est... on est bien, on s'entend tellement bien, maintenant que, voilà, ça sera seulement comme ça. Mais j'aurais voulu mieux savoir et comprendre que, voilà, il y aura des défis, c'est au quotidien. C'est pas... par épisode d'année. Dieu merci que tu dis ça comme ça, parce que comme ça, les gens entendent et savent. mais après, c'est quelque chose que même un vieux à moi m'a dit. Il m'a dit, de toutes les façons, tu ne seras jamais vraiment préparé totalement. Ouais. Exactement. Et il y aura toujours des choses que vous allez découvrir différentes, des choses auxquelles vous ne vous attendrez pas. Et il y aura toujours des choses comme ça qui, tant que vous n'allez pas vivre quelque chose de bien précis, vous n'allez jamais voir cet aspect-là des choses. Il y a des choses qui n'arrivent que... C'est quand tu dois éteindre le feu et que tu n'es qu'un habit, que tu te rends compte que je peux éteindre avec un habit. Alors, il y a des choses comme ça que on se découvre même la capacité d'y arriver seulement lorsqu'elles arrivent. Et si elles n'arrivent jamais dans la vie, tu ne sauras même pas que tu peux. Et des fois, on y arrive même différemment du voisin, parce que voilà, l'autre a été peut-être avec l'eau, mais toi, tu n'as que la vie. Exactement. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on insiste à chacune de nos émissions pour dire que chaque histoire est particulière, chaque couple a son vécu, qu'on ne devrait pas prendre des calques comme ça pour se dire si ça fonctionnait pour eux, ça va fonctionner pour nous aussi. Chacun a sa vie, chacun a son histoire et c'est important de savoir vraiment c'est quoi votre bande et de garder la bande. Bien dit. Moi, j'aurais voulu savoir que... Vraiment, je le savais, mais j'aurais voulu le savoir par expérience. Mais on ne peut pas le savoir par expérience avant, donc on pouvait le savoir que dans le mariage. Donc j'aurais voulu savoir que les femmes me posent trop de questions. Moi, je veux savoir qu'on est différents, on est très différents. Non, franchement, des questions. Des questions. Sur des choses, vraiment, tu te dis... Parfois, tu te dis, mais franchement... Non, Thomas, vous êtes en train... Non, mais c'est logique. Non, Thomas. Je te donne un exemple. Les questions sensées. Netflix, on met un film qui vient de sortir, on le regarde ensemble. Et on arrive à un endroit, elle te demande, bébé, maintenant ici, il va faire quoi? Bébé, tu vois le film, il vient de sortir. On est allé au cinéma.
On est au cinéma, s'il te plaît. On est au cinéma, on est assis au cinéma. C'est un film que je lui ai demandé, que je voulais aller voir parce que c'était la première fois que je le regarde. Mais il y a une scène et elle te dit, maintenant ici, il va mourir. Mais ça, je donne pas seulement pour l'exemple d'un truc comme ça, mais il y en a maintenant comme ça. Et sur tous les domaines. Et c'est que moi, je me souviens une fois, on me pose une question sur... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait que ma femme est allée dans un événement. Elle arrive dans cet événement, moi j'étais pas là. J'étais pas là. Je promets, j'étais pas là. Elle arrive dans l'événement. Elle rencontre une personne qui lui fait un sourire. Avec des glaçons. La personne lui fait un sourire. Tu t'as vu les glaçons? Et moi je suis pas là. Je suis en train de dormir. Et on me réveille à minuit, s'il vous plaît. À minuit. Pour me demander pourquoi m'a souri. Pourquoi, dans cet événement-là, j'ai rencontré cette personne qui m'a souri. Et pourquoi elle m'a souri? Oui, mais déjà, moi, je ne savais pas que vous êtes rencontrés. Je ne savais pas qu'on t'a souri là-bas. Et qui sait, peut-être qu'elle a reçu une bonne nouvelle le matin, peut-être que son chéri lui a offert un cadeau, elle était dans la joie. Mais qu'est-ce que ça? En fait, je suis bleu, je ne comprends pas. Mais c'est à moi qu'on pose la question. Pourtant, c'est elle qui a vécu la chose. Non, chérie, le contexte est différent, mais bon, ok. J'aurais voulu savoir que... Non, franchement, les questions... les questions, Seigneur Jésus. Ouf. Mais bon. On fait avec. Que faire? On est habitué, on fait avec. Mais tu penses que j'aurais dû... C'est moi. Ah oui. Ah oui. Donc, toi, tu es d'accord avec... Et puis, des fois, on pose juste des questions pour se rassurer, par exemple, pour se rassurer plusieurs fois que, voilà, c'est vraiment ça que tu avais dit. En tout cas, mes frères, sachez que... voilà, rassurez-vous et rassurez. Merci beaucoup. Merci. Et il y avait une dernière question? Non. Merci vraiment. Elle ne veut pas de débat. Il y avait quand même quelqu'un qui voulait savoir, lorsqu'on attend le temps de Dieu, donc quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on attend le temps de Dieu? Comment est-ce qu'on attend? Et c'est vraiment la toute dernière question avant que vous puissiez clôturer ces moments. Déjà, en général, lorsqu'on parle d'attente, la pensée commune, c'est... On a toujours tendance à croire que c'est dans une forme de passivité qu'il faut attendre. Mais il faut dire que lorsque la parole de Dieu parle d'attendre, et elle en parle souvent, elle met toujours l'accent sur une attente qui n'est pas passive, mais qui est plutôt active. C'est-à-dire, Dieu peut dire je vais t'emmener jusqu'à Brazzaville. Tu es à Kinshasa, Dieu te dit je t'emmène à Brazzaville. Le moment arrivera, je t'emmènerai à Brazzaville. L'attente passive, c'est de rester dans sa chambre et croire peut-être qu'on va être téléporté de sa chambre jusqu'à Brazzaville. Mais l'attente active, c'est au moins de connaître les canaux par lesquels on arrive à Brazzaville, même si ce n'est pas à nous, finalement, d'y aller. Mais c'est au moins d'avoir le prix, ne serait-ce que du billet du canot rapide. C'est-à-dire, au fait, c'est de faire un travail. Dieu peut dire à une sœur, par exemple, que tu te marieras dans 4 ans. Mais en attendant, qu'est-ce que tu fais? Mets de l'ordre dans ta vie. Va vers les aînés pour savoir que dans les mariages, c'est comment, en fait, pose des questions. Et ça, c'est une attente active. Et c'est ce genre d'attente-là qui hâte même le temps de Dieu. C'est ce genre d'attente-là qui fait que finalement, on devient mature. Et parce que certains accomplissements, finalement, ne dépendent pas du temps, mais dépendent de la maturité. Quand, dans l'attente, on prend le temps de grandir, et Dieu, il regarde, il se rend compte que, ah, tiens, l'héritier n'est plus un enfant, en fait. Parce que tant que l'héritier est un enfant, même si tu attends 10 ans, tant que tu es encore un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Mais c'est dans la mesure où tu grandis, et que le Père sait que tu as grandi, que certaines choses qu'il pouvait même te donner dans 20 ans, il s'est dit non, il est prêt. C'est toujours une attente active qui te pousse vers la maturité et qui hâte l'accomplissement. Pour ajouter à moi ce qu'il a dit, ça résume et ça définit bien notre relation aussi. Si vous avez bien écouté l'histoire, pour vraiment montrer que vraiment,
On aurait pu se marier plus tôt, mais il fallait qu'il y ait de la maturité. Et au moment où moi j'ai compris, lui il n'avait pas encore compris. Ça a pris 6 mois du moment où moi je savais. Et j'ai dû maintenant commencer à me comporter justement selon ce que moi je savais. Et quand je priais pour ça, c'est là aussi que de son côté qu'il y a eu aussi ce déclic et que les choses se sont passées comme elles se sont passées. Donc maturité, mais aussi l'attitude que l'on a. Quels sont les actes de foi que tu poses par rapport à ce que tu sais? C'est l'exemple que cet homme a donné une fois. Il a dit 2 personnes priaient le Seigneur, attendaient la pluie pour leur champ, mais l'un attendait, l'autre avait déjà défriché le champ, il avait déjà préparé ses plates-bandes. Lorsque la pluie vient, celui qui avait déjà fait le travail en amont a gagné en temps. L'autre, il devra maintenant commencer à faire les choses que l'autre avait déjà eu le temps de faire. Et le temps de la maturation, pour celui qui avait, il pourra planter directement, alors que l'autre... de la parole. J'ai dit que c'est quelqu'un qui a dit. C'est quelqu'un qui a dit. Donc, voilà, c'est vraiment ça. J'espère que vous avez été autant bénis que nous. Et j'espère que quelqu'un aura compris que même lorsque nous sommes en train d'attendre, nous n'attendons pas passivement, nous attendons activement. Donc en attendant, frère, cultive-toi. Sœur, cultive-toi. On a dit tout à l'heure les discussions intelligentes et tout ce qui va avec. Donc vraiment, faites l'effort d'être prêt, d'être prêt. C'est vrai qu'on a l'habitude de demander au Seigneur de nous donner la bonne personne pour nous, mais est-ce que nous sommes la bonne personne pour quelqu'un? C'est vraiment ça dans l'attente du temps de Dieu, comme on a dit. Merci d'avoir suivi cette émission, Papa Lord. Nous clôturons toujours par une prière. D'accord. Il y a quelqu'un qui se sera certainement retrouvé à une phase de votre histoire, à un moment d'une étape où il ne sait peut-être pas par où passer, par où les choses vont venir. C'est peut-être quelqu'un ils sont peut-être dans la phase ils se sont vus, ils savent peut-être que c'est ça, mais ils sont loin. Il y a la pression, c'est les fonds qui manquent alors qu'ils sont en train de préparer déjà les choses. C'est des bouches qui parlent de partout. Peu importe l'étape dans laquelle quelqu'un va se retrouver, nous voulons que vous adressiez une prière au Seigneur pour ces personnes et que vous puissiez bénir le peuple de Dieu qui nous a suivis. Merci. Père, merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ce moment d'inspiration et d'édification. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui va peut-être se retrouver, qui se retrouve déjà, et d'autres dans le futur. Notre prière dans le nom de Jésus est qu'à chaque étape, tu les accompagnes. Parce que c'est toi qui as été avec nous, qui nous a accompagnés. Même parfois, lorsqu'on avait l'impression que tu n'étais pas là, tu étais là quand même. Tu faisais un travail de fond en chacun d'entre nous. Merci de faire ce travail de fond dans chacune des personnes qui nous suivent. Merci de nous donner la capacité, de leur donner la capacité de gérer la pression. Merci de leur donner, oh Dieu, la provision par rapport aux échéances qu'il y a devant. Merci de leur donner la patience par rapport aux distances qui peuvent se créer. Et merci surtout au Dieu de faire un travail en eux, de maturité, de maturation. Que les années ne passent pas seulement, mais je prie que dans les années qui passent, dans les temps qui passent, que eux aussi grandissent, qu'ils deviennent meilleurs chaque jour au contact l'un de l'autre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'ils soient des meilleures versions d'eux-mêmes. Et dans cette génération, mon autre prière et ma dernière d'ailleurs, pour tous les couples qui regardent et tous ceux qui veulent s'engager dans ce chemin, je prie dans le nom de Jésus que tu fasses de tous ceux qui nous suivent des exemples pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était Il était une fois avec le couple Lombo. Nous étions ravis de vous accueillir et de vous présenter cette émission. Enfin, on paye. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et que Dieu vous bénisse et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher sur la cloche de notification et de suivre le pasteur Lord Lombo sur LL Ministries sur YouTube. Et ils sont sur Instagram, Maman Eunice aussi.
Et aussi, il y a le livre Les Ténèbres de Dieu. Sur Amazon. Voilà. Prenez votre copie. Toujours disponible, encore et Et un toujours. deuxième qui arrive bientôt. On a hâte. Et l'album, Voilà. Célébrons Hébron aujourd'hui. Un album magnifique en tout point. Franchement. Que je joue tous les jours. Laquelle? Tous les jours. Bolingo. En tout cas, n'hésitez pas à commander et télécharger sur les plateformes légales de téléchargement et d'acheter le livre. Que Dieu vous bénisse et très haut. Bye.